Notre conférencier d'aujourd'hui est un entrepreneur, un conférencier professionnel, auteur de 8 livres, qui étudie les lois du succès depuis plus de 20 ans. Il vous les présente dans une conférence qui s'intitule « Le feu sacré du succès, du confort à l'engagement ». Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, accueillons chaleureusement Patrick Leroux. On débute la partie. J'ai une question à vous poser. En fait, j'ai vu pas longtemps dans le journal un sondage qui est effectué par Workopolis qui disait que 80% des adultes québécois ne vivaient pas le métier dont ils aspiraient lorsqu'ils étaient plus jeunes. Alors moi, je pose la question, est-ce que vous vivez présentement le métier dont vous rêviez lorsque vous étiez un jeune adulte? Oh, certains d'entre vous, c'est le cas. C'est pas mon cas, je dois vous dire. Vraiment pas. Je fais pas le métier dont j'aspirais lorsque j'étais jeune. En fait, je vais vous partager c'était quoi mon rêve puis la raison pour laquelle je fais le métier aujourd'hui. Quand j'étais jeune, mon rêve, moi, quand j'étais petit gars, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Comme la plupart des jeunes Québécois, je rêvais d'être Wayne Gretzky. Vous vous rappelez, Mario Lemieux. Et puisque j'habitais dans la région de Québec, mon idole, c'était Peter Stastny et Dale Hunter. Vous vous rappelez Dale Hunter? Le méchant Dale Hunter. Si vous étiez partisan des Canadiens, c'est certain que vous ne l'aimiez pas. Mais mon préféré d'entre tous, c'était Michel Goulet. Vous vous rappelez de Michel Goulet? Quel numéro il y avait? Numéro 16. J'avais le numéro 16 également. C'était mon héros, c'était mon idole. Et vous doutez, ce n'était pas à cause de sa moustache que je l'aimais comme ça, Michel Goulet. Non, c'est parce que c'était un des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale de hockey. Et je me rappellerai toujours, imaginez que vous avez 12-13 ans, vous allez au Colisée de Québec, c'est votre premier match de la Ligue nationale de hockey. Vous êtes avec votre père, votre ami puis son père, et là, vous allez voir les Nordiques de Québec contre les Jets de Winnipeg. Là, vous êtes tout excités, vous avez apporté votre bâton de hockey avec vous parce que vous espérez rencontrer votre idole après le match. Et là, pendant ce match-là, votre héros, votre idole, Michel Goulet, fait un tour du chapeau, il compte 3 buts. Imaginez la sensation que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, vous entendez une heure après le match pour espérer voir votre idole et finalement, vous avez la chance, en avant de vous, M. Michel Goulet, et là, vous vous présentez en bâton de hockey et dit « Monsieur Goulet, voulez-vous signer mon bâton de hockey, s'il vous plaît? » Et très gentiment, M. Goulet signe votre bâton de hockey. Vous dire à quel point j'étais fier de ce tombon-là, c'est peu dire. En fait, le lendemain, avec le même bâton, j'ai fait 3 buts. Je ne sais pas si ça a rapport, mais disons que j'étais excessivement inspiré. En fait, je n'ai jamais atteint mon rêve que de jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais si je suis conférencier professionnel aujourd'hui, c'est à cause du hockey et je vous explique un peu d'où je viens et comment j'ai développé mon expertise. En fait, vers l'âge de 16-17 ans, j'ai déménagé avec ma famille dans la région de Montréal. Mon père, c'est un gars de construction, donc on déménageait souvent quand on était jeune. Et là, je me présente et à cette époque-là de ma vie, je ne m'aimais pas. Rappelez-vous ce que vous aviez de l'air à 16 ou 17 ans. Ce n'est pas les plus belles années de votre vie, je présume. Hein? Ton corps est tout difforme. Et dans mon cas, j'étais excessivement maigre et je faisais de l'acné. Pour vous donner une idée, j'avais l'air d'un pretzel avec des lunettes. Vous voyez un peu l'image dans votre esprit. Et j'avais une très mauvaise attitude. Je ne le prenais pas quand on a déménagé de la région de Québec. J'avais perdu mes meilleurs amis. J'avais des conflits avec mes professeurs à l'école. J'avais des conflits avec mes coachs au hockey. J'avais des conflits avec mes parents. J'avais une très mauvaise attitude. Et là, il s'est passé quelque chose. C'était un point tournant dans ma vie. Je jouais Bantam 2A pour le Select de Longueuil. On est en demi-finale de division contre le Bleu-Blanc-Rouge de Brassard et le coach nous dit « Les boys, on veut gagner, le plan de match est simple, pas de pénalité. » L'autre équipe a une attaque massive, dévastatrice. Si on prend des pénalités, c'est certain qu'on perd le match. Mais là, je saute sur la glace et je suis vraiment, mais vraiment excité. Et là, ce que je vais faire, j'ai 3 petites boules bleues ici et je vais les lancer dans la foule. Et si vous pognez une des boules bleues, vous allez voir Pascal à l'entraque et vous allez avoir un livre. Alors, je saute sur la glace comme ça, et là, je lance une boule comme ça, et j'en lance un autre. En fait, je lance des pucks. Et là, je lance tellement, puis je suis tellement énervé que je compte un but. Imaginez comment je me sens. Mais mon enthousiasme et mon agressivité ont aussi fait en sorte que j'ai pris 2 mauvaises pénalités, qui, vous l'aurez deviné, ont coûté 2 punitions. Levez la main ceux qui ont déjà joué au hockey ici. Levez la main, sérieusement. Alors, vous savez comment je me sentais que d'être sur le banc des pénalités pendant qu'on se faisait compter. Alors, on rentre au vestiaire entre la première et la deuxième période. Et là, je suis assis tout piteux dans mon coin. Et notre entraîneur, qui est un homme de petite taille, mais de grand désir de vaincre, rentre dans la chambre. Et là, il prend mon hockey comme ça, puis il casse mon hockey sur le mur. Il me pointe du doigt, il le jette à terre. Il dit « Leroux, tu viens de jouer ton dernier match avec nous autres, tu te déshabilles dans les douches. » Déjà que je me sentais déjà comme ça, déjà que mon estime de moi était très faible,
il venait de m'anéantir. Je venais de me faire humilier devant les seuls amis que j'avais. Je suis allé dans les douches, j'ai entendu que mon équipe retourne sur la glace, et là, je me suis mis à pleurer. Et j'ai prié pour qu'on remonte la pente. On a perdu ce match-là. Et là, je suis assis dans la voiture pour retourner à la maison. J'ai mon petit frère François à côté de moi, j'ai ma mère, mon père en avant qui conduit. Puis mon père, c'est un tough. Je ne sais pas si vous avez des parents qui étaient tough, mais le mien, c'est un vrai tough. Et là, je le regarde dans le miroir, je voulais briser le silence de glace qu'il y avait dans l'auto. Je dis, papa, qu'est-ce que tu as pensé de mon premier but? Je me rappelle, il me regardait dans le miroir, puis il dit, laisse faire ton but, pense à tes 2 punitions, c'est à cause de toi que ton équipe a perdu. Je claque. C'était pas drôle. Laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là précis, je me rappelle comme c'était hier, j'ai voulu faire comme 1 million de personnes le font par année. J'ai voulu m'enlever la vie. Saviez-vous que la cause de mortalité numéro 1 des hommes de 15 à 29 ans, c'est le suicide? Et à ce moment-là, je venais d'avoir 17 ans, c'est là que j'ai pris connaissance, j'ai pris conscience que je devais faire des changements dans ma vie parce que j'étais pas heureux et j'étais à ça de m'enlever la vie. C'était un point tournant. J'ai commencé à lire des livres sur la motivation, le développement personnel, le succès. Il parlait beaucoup de prendre ses responsabilités. Et finalement, j'ai commencé à étudier ce qui se passait, les patterns qui se passaient dans ma vie, et je me suis aperçu que j'étais l'unique responsable de mes résultats. Ce qu'il disait dans le livre, c'est que si tu n'es pas content, là, quand tu cherches un coupable pour tes problèmes, cesse de regarder dans un télescope, puis commence à regarder dans un miroir. J'ai quelqu'un qui m'a déjà dit, Patrick, quand tu pointes quelqu'un du doigt, toujours 3 qui te reviennent d'en face. C'est vrai, quand tu pointes quelqu'un du doigt, toujours 3 robots qui te reviennent en face. Tu es le responsable. Et là, j'ai commencé à prendre responsabilité pour les résultats que j'avais. J'ai commencé à lire, à étudier, à imiter la façon de penser des gens qui avaient du succès. J'ai commencé à mettre ça en application. Puis ça fait maintenant 20 ans que j'étudie, puis j'ai gardé cette obsession-là, à essayer de découvrir pourquoi certains individus ont plus de succès que d'autres. Et voici ce que j'ai découvert. J'ai découvert que ces gens-là pensent de façon différente. Vous voyez des gens ici sur les images, vous voyez des gens comme Mère Teresa, Gandhi, Oprah Winfrey, Céline Dion, Tiger Woods, Chantal Petitclerc. Est-ce qu'on lui donne un applaudissement à Chantal Petitclerc? Wow! Fantastique! Ces gens-là ont un minding, ont une façon de penser, ils ont des habitudes qui sont différentes de la majorité des gens, et c'est pour ça qu'ils sont capables d'accomplir de grandes choses. Alors moi, ça fait 20 ans que j'étudie ces gens-là, et ce que je me propose de faire ce soir, tout simplement, humblement, c'est de vous partager ce que j'ai appris, vous partager leur façon de penser à ces gens-là. Voyez-vous, aujourd'hui, la conférence s'intitule « Le feu sacré du succès ». Je vais utiliser le mot « succès » comme acronyme. Chacune des lettres du mot « succès » sera un des points que je vais partager avec vous, et de sorte qu'il y a 6 points que je vais partager avec vous ce soir. Ça va être facile pour vous de vous rappeler la structure de la conférence. Maintenant, mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous apprendre de nouvelles choses, mais plutôt de vous rappeler des choses que vous savez déjà et que vous avez parfois tendance à oublier. Moi, je suis convaincu que la grande différence entre les gagnants et les perdants, c'est l'action. Alors, ce n'est pas l'information, ce n'est pas ce qu'on sait. Hein? Aujourd'hui, avec l'information qui est disponible sur Internet, on sait quoi faire. Mais est-ce qu'on le fait? Et c'est mon but aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous sortiez de votre zone de confort en sortant d'ici, que vous commenciez à faire des choses que vous n'avez jamais faites afin d'obtenir des résultats que vous n'avez jamais obtenus. Est-ce que vous êtes prêts? En fait, mon but aujourd'hui, ce soir, regardez, vous voyez le Lazy Boy sur l'écran en haut? On a tous une chaise à la maison dans laquelle on est hyper confortable, notre chaise préférée. Et sur mon Lazy Boy, il y a même une télécommande sur le côté, juste parce qu'elle est super confortable. Et mon but ce soir, c'est quoi? C'est tout simplement de mettre le feu à votre zone de confort. Je veux qu'en sortant d'ici, vous preniez la décision irrévocable, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, de commencer à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait afin d'obtenir des résultats que vous n'avez jamais obtenus. Mais avant de débuter, je pose la question, est-ce que vous êtes prêts? Oui! All right, la foule est en feu ce soir. Alors, je veux voir si vous êtes vraiment prêts. C'est quoi ton nom? François, viens avec moi ici, s'il te plaît. Alors, tu te serres la main, tu n'as pas le choix. Là, tu regrettes de t'avoir assis en avant, non? Non, okay. François, il est gentil, il s'est porté volontaire pour venir sur le stage à soir. Alors, François, il y a 2 choses qu'on peut faire en tout temps dans notre vie pour être en état de réceptivité maximale. Tant qu'à être ici ce soir, on va profiter au maximum de notre soirée. Tu travailles dans quel domaine? Courtier hypothécaire. Courtier hypothécaire. Alors, quand tu vas rencontrer un client, il faut que tu sois là. Si tu penses à tes problèmes à la maison, c'est sûr que tu n'as pas grand chance de fermer la vente. Alors, il y a 2 choses que vous et moi, on peut faire en tout temps afin d'être en état de réceptivité maximale. Première chose, enlever les mains de ses poches. Non, ça, c'est une farce. La première chose qu'on va faire, François, c'est qu'on va bouger. Regarde, les gens, ils ont de l'air heureux, ils bougent comme ça, sont en bonne humeur. Alors, ce qu'on va faire, François, ou ce que tu vas faire, plutôt, tu vas nous faire une petite danse ici, sur le stage en avant. Tu vas bouger. Ils peuvent trouver ça drôle, mais enfin, on va lui demander de danser avec nous autres. Alors, tout le monde, on se lève debout, s'il vous plaît. On sort un peu de sa zone de confort, on se lève debout. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va suivre François. Alors, peu importe les gestes ou les mouvements que François y fait, on fait la même chose. Alors, tout le monde est prêt? On commence. Vas-y, François, on te suit. Monte le son, mon Serge, s'il te plaît. Monte le son, Serge. Woo!
Hey, François, on descend, on descend. On descend tout le monde, on descend. Wow, et là, on remonte. Stop! All right, comment vous vous sentez? Bien, hein? On a juste bougé 10 secondes et on se sent excessivement bien. Alors, vous pouvez rester debout. La deuxième chose que vous pouvez faire en tout temps, si vous voulez vous sentir mieux, après avoir changé votre physiologie, ça, à part ça me fait rire, hein? Les gens qui s'en vont stationner, puis ils font 10 rangées pour être certains qu'ils sont le plus proche de la porte. Ridicule. Parquez-vous à l'autre bout, marchez un peu, vous allez vous sentir mieux. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de changer notre focus. Regarde l'image ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des grands athlètes ou des grands sportifs, lorsqu'ils accomplissent un exploit quelconque, ils vont lancer un poing dans les airs puis ils vont crier le mot « yes ». Avez-vous remarqué? Hein, un pote au golf, un but au hockey, par exemple. On va l'essayer juste toi tout seul, François. T'es prêt? 1, 2, 3, go! Yes! Hey, j'aime ça. 1, 2, 3, go! Yes! On l'essaie tout le monde. 1, 2, 3, go! Yes! Et on le dit le plus fort possible. Maintenant, j'aimerais que vous encriez ce mot-là et ce geste-là avec un souvenir mémorable. Rappelez-vous une fois dans votre vie où vous avez vécu une joie extrême, un bonheur sublime. Peut-être que tu as fait la plus grosse vente de ta vie, peu importe c'est quoi, mais pensez à ce moment-là, tout le monde. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Yes! Et je veux que vous encriez ça. Et en tout temps dans votre vie, avant de commencer quelque chose, avant d'aller voir un client, par exemple, tout seul, dans ton auto dans ta ou chez toi, tu vas faire 2, 3 yes. Yes, yes, yes! Vous auriez dû me voir dans le backstage tantôt. C'est ce que je faisais, juste pour me mettre dedans afin d'être en état de réceptivité maximale. Maintenant, je vous pose 3 questions à toi et à tout le monde. Je veux que vous me répondiez avec un gros yes. Est-ce qu'il y en a ici ce soir qui aimeraient ça améliorer la qualité de leur relation interpersonnelle? Yes! Est-ce qu'il y en a ici ce soir qui aimeraient ça améliorer leur santé physique? Yes! Est-ce qu'il y en a ici ce soir qui aimeraient ça que je leur donne 100 000 $? Yes! C'est si bon! Merci beaucoup, François. On l'applaudit, s'il vous plaît. Et attends un petit peu, je vais te donner un livre, François, pour ton implication. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Excellent. Maintenant, vous êtes prêts à commencer. Peu importe où vous étiez, il y a 2 minutes, vous êtes prêts à commencer. Maintenant, débutons avec la première idée que j'aimerais vous partager, qui commence par un S. Il est vraiment prêt, il ferait vraiment la conférence à ma place. La première idée que j'aimerais partager avec vous, que j'ai remarqué chez les gens qui avaient des belles vies, ça commence par un S. C'est quoi, vous pensez? Qui a dit sexe? C'est une autre conférence. Quoique, quand on fait le sexe, on éprouve beaucoup de satisfaction. Et peut-être connaissez-vous cette chanson-là? Hey, on tape des mains tout le monde. Serge, monte le son. All right. Chanson, évidemment, des Rolling Stones. En fait, la première chose que j'ai remarqué chez les gens qui ont des belles vies, c'est des gens qui ont décidé au grand match de la vie de vivre leur passion plutôt que d'attendre leur pension. Et je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup de gens comme ça. En fait, je vais vous poser une question. Qu'ont en commun les 4 individus suivants? Bruce Willis, René Angélil, Martin Matt et le dernier, non le moindre, Guy Laliberté du Cirque du Soleil. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là, à part d'être chauves puis très riches? C'est des gens qui ont énormément de succès, qui sont déterminés, qui ont décidé de vivre leur passion, qui ont pris la décision d'être le meilleur dans ce qu'ils font et, conséquemment, font beaucoup d'argent. Le 4 octobre 2004, j'habite dans les Laurentides et je suis célibataire à l'époque. Et l'endroit que j'aime aller, mon endroit préféré, les lundis soirs, ça s'appelle le Carole à Gogo. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés? Soyez pas gênés, c'est pas un danseuse, OK? C'est pas un club de danseuses. Ça peut être mêlant comme nom. La propriétaire s'appelle tout simplement Carole et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, son nom de famille n'est pas Gogo. Elle a tout simplement, c'est la place à être dans le Nord les lundis soirs. Toujours un band live, la musique est bonne, la bouffe est extraordinaire. Et je me présente là comme souvent je fais les lundis soirs. Je m'assois au bar, je suis seul et là, il y a un gros gars qui vient s'asseoir à côté de moi, bien baraqué. Pas gros, mais il est vraiment en cote, il s'entraîne au gym. Et là, immédiatement, Carole nous présente un et l'autre. Elle dit, je te présente Denis, Patrick, Denis, je suis certain que vous allez bien vous entendre. Vous habitez dans le même coin en plus et effectivement, on s'entend bien. Pour vous le décrire un petit peu, qu'est-ce qu'il avait de l'air, Denis? C'est un gars dans la quarantaine d'années, comme je vous disais, bien bâti. Il avait les cheveux blancs, les yeux bleus, puis les dents jaunes. Ça vous donne une idée de ce qu'il avait de l'air. Il avait toute la palette de couleurs au complet. Super dynamique, enthousiaste. Il me parle d'immobilier, il me parle de wakeboard, de ski nautique. On s'entend bien, mais j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Il buvait du vin en Tabaslac. En fait, après 45 minutes, il commande une 2e bouteille de vin pour lui-même. Wow! Et là, on commence à discuter, puis on discute encore plus loin, et là, la conversation devient de plus en plus, je dirais, lousse, hein, comme sa cravate. Et là, je dis, Denis, coudonc, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Je t'ai dit ce que je faisais dans la vie, mais j'ai aucune idée. Ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ta job? Puis là, il me regarde, il dit, gâchons pas la soirée.
Parlons pas de job, s'il te plaît, OK? J'ai dit, non, sérieux, je veux savoir ce que tu fais. Il n'est pas question que je m'en aille d'ici sans savoir c'est quoi ton métier. Il dit, garde, si tu insistes, je vais te le dire. Ça fait 22 ans que je travaille chez Hydro-Québec. Je dis, 22 ans chez Hydro-Québec? Je dis, fantastique. Je dis, si tu permets, je vais te poser une question un peu plus personnelle, Denis, parce que tu as pas osé m'en parler tantôt. Denis, est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu aimes ta job? Là, il me regarde. Il regarde sa coupe de vin. Il décide de caler sa coupe de vin. Et là, il me répond, il dit, « Tu savais, j'ai eu ça, ce job-là, ça n'a pas de bon sens. » Je dis, « Mais pourquoi tu t'en vas pas, Denis? Tu pourras faire ce que tu veux dans la vie, tu es toute jeune, tu m'as parlé tantôt d'une passion par rapport à l'immobilier, pourquoi tu ne vas pas faire ça? » Il dit, « Non, non, tu comprends rien, jeune. » Il dit, « Je ne peux pas en aller. » Comment ça, tu ne peux pas t'en aller? Tu peux faire ce que tu veux, je suis convaincu, Denis. Il dit, « Non, je suis poigné là, tu ne comprends pas. Et si je m'en vais tout de suite, je perds ma pension, il me reste 8 ans et 2 mois à faire. » 8 ans et 2 mois. Est-ce que vous en connaissez beaucoup de Denis et Denise comme ça dans votre vie? Des gens qui n'aiment pas leur travail, qui ont une espèce de vide émotionnel, ils n'ont aucun sentiment de satisfaction qu'à faire ce qu'ils font. Vous savez, je suis convaincu d'une chose dans la vie, mesdames et messieurs, après avoir étudié ces gens-là, puis après l'avoir vécu moi-même, il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Alors, je pose une question. Êtes-vous à la bonne place? Oui. Est-ce que tous les gens qui travaillent avec vous sont à la bonne place? Oui. Pas toute la gang, hein? Et vous savez, ces gens-là qui n'éprouvent aucun sentiment de satisfaction qu'à faire leur travail, ils utilisent ce que j'appelle des substituts motivationnels pour combler l'immense vide qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Dans le cas de Denis, c'était quoi? L'alcool. Pour d'autres, c'est la drogue, le sexe, le gambling. Il y en a que c'est la télévision, il y en a que c'est la nourriture, il y en a que c'est les sports extrêmes. Tu sais, quand tu n'es pas bien dans ce que tu fais, tu cherches à t'évader, à fuir par en avant. Mais qu'est-ce qui se passe le lendemain matin? Si tu te réveilles avec le même mal de vivre à l'intérieur, le même mal de vivre, et surtout avec 8 ans, 1 mois et 29 jours à faire. Vous savez, il y a des gens qui mettent des X sur leur calendrier, hein? Comme les prisonniers qui veulent sortir de prison. Leur but dans la vie, c'est de prendre leur retraite. Ça te-tu un signe que tu n'es pas dans le bon domaine? Pensez-y, là, sérieusement. Tu sais, des gens, tu ne leur demandes pas c'est quoi ta job, tu devrais leur demander c'est quoi ta sentence. Ah, moi, j'ai pogné 20 ans chez Bell, il m'en reste 5 à faire. C'est drôle, mais c'est triste à la fois. Il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Puis j'espère que vous aimez votre job. Puis en fait, si vous êtes ici ce soir, puis je le sais par expérience, vous êtes des gens qui croyaient en vous, qui êtes déjà en processus de succès, mais qui en veulent encore plus. Alors la plupart d'entre vous, j'assume que vous aimez votre travail. Maintenant, voici la vraie question à vous poser. Est-ce que vous avez pris la décision de devenir le meilleur dans ce que vous faites? Oui. Et là, quand je parle dans la décision de devenir le meilleur dans ce qu'on fait, je ne parle pas de devenir le meilleur par rapport aux autres. Par rapport à qui? Par rapport à soi-même, par rapport à son potentiel. Parce que si tu te compares aux autres, un moment donné, tu es le meilleur déjà dans ton département, par exemple, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes, tu t'assieds sur ton steak? Non, tu dois y aller selon ton potentiel de développement. Et il y a bien des gens qui n'ont pas pris cette décision-là que de devenir le meilleur dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas assez leur travail. Selon moi, prendre la décision de devenir le meilleur dans ce qu'on fait, ça veut dire de faire de la formation continue une priorité dans la vie. Alors, vous êtes ici ce soir, je vous félicite, c'est que vous faites un pas par en avant, mais il y a bien des gens, en fait, une des qualités que j'ai remarquées chez les gens qui ont beaucoup de succès, ça s'appelle la curiosité. Ces gens-là veulent toujours savoir comment ça marche la patente. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent ici. Êtes-vous des gens curieux? Êtes-vous des gens curieuses? Est-ce que vous cherchez constamment à vouloir vous améliorer? J'espère que c'est le cas. Vous savez, les gagnants, ça allait en moyenne 20 livres par année. Combien de livres avez-vous lu l'année passée? Sur ces 20 livres-là, il y a 8 Harry Potter, tu n'apprends pas grand-chose. Mais il y a au moins 12 livres, un par mois, dans lesquels tu peux t'améliorer, tu peux travailler sur toi-même. Benjamin Franklin a dit ceci d'ailleurs, il dit « Prenez l'argent qui est dans votre portefeuille et investissez-le dans votre esprit. Et en retour, votre esprit remplira votre portefeuille. » Ah, vous pouvez dire « Wow! » C'est vrai, avant de récolter, on doit semer. Savez-vous qu'il y a 2 Québécois sur 3 qui jouent à la loto à toutes les semaines? Les gens veulent récolter le gros lot, mais ils ne veulent pas travailler pour. C'est contre la loi naturelle des choses. Vous avez peut-être déjà entendu l'adage suivant. Donnez un poisson à un homme et vous le nourrirez pour une journée. Après lui à pêcher et dans sa chaloupe, il boira de la bière toute la journée. Prenez-le à pêcher, vous allez le nourrir pour la vie. Les gens qui ont beaucoup de succès, c'est des gens qui investissent énormément en eux autres. En fait, voici le défi que je vous lance à partir d'aujourd'hui. Peu importe le revenu annuel que vous avez présentement, prenez la décision d'investir 3 % de votre revenu annuel dans votre formation personnelle. Ça devrait être votre budget formation, comme vous étiez une entreprise à part entière. Et si vous prenez le 3 % de votre revenu annuel et vous l'investissez dans vous-même, dans des livres, dans des séminaires, dans des coachs, par exemple, et que vous mettez en application ce que vous allez apprendre, vos revenus vont augmenter d'environ 30 % par année.
Est-ce que vous êtes prêts à prendre le défi? 3 pour aller chercher 30 ça vaut la peine. Mais ce n'est pas juste de prendre ces séminaires, ces cours, ces coachings-là. Il faut mettre l'information en action. Et je vous jure, votre vie va être transformée à jamais. Les gens qui ont beaucoup de succès aiment leur travail. Il y a un monsieur qui vient me voir après une conférence l'autre fois, puis il me dit « Patrick, tu pourrais-tu venir faire ta conférence dans ma petite PME? » J'ai fait une conférence dans une chambre de commerce. Il dit « Ils ont vraiment besoin de t'entendre. J'ai une quarantaine d'employés. » Il dit « Il y a juste une question que j'aimerais te poser. » Et certainement, allez-y. Je dis « Peux-tu adapter ta conférence à notre réalité? » Je dis « Ça va me faire plaisir. » Il dit « En fait, il y a juste un petit bout de ta conférence que j'aimerais que tu enlèves. » Je dis « Quel bout? » Il dit « Tu sais, le petit bout que tu dis aux gens de s'en aller s'ils ne sont pas heureux. » Il dit Il dit, tu pourras-tu pas le dire si tu viens chez nous? Puis là, je regarde, je dis, pourquoi vous me dites ça? Il dit, c'est parce que j'ai peur que ça te coûte le camp en même temps si tu lui dis ça. Puis là, finalement, sérieusement, il me regarde, il dit, dans le fond, il dit, je ne change rien à ta conférence. C'est moi qui n'ai pas le courage de les laisser partir parce qu'il y en a une couple que ça fait longtemps qu'ils auraient dû partir, mais que je les connais trop. Puis eux autres, ils n'ont pas le courage de partir eux-mêmes parce qu'ils sont dans leur espèce de sécurité financière, mais ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Puis je suis allé faire la conférence et ça a eu un impact. Puis c'est sûr que des fois, je fais des conférences dans les entreprises. Ça fait 12 ans que je fais ça. Puis c'est sûr que des fois, il y a des gens qui s'en vont, mais c'est correct. C'est correct pour eux autres, c'est correct pour leur employeur, puis c'est correct pour leurs clients à qui donnent un mauvais service. Il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Puis je suis convaincu que quand tu aimes ton travail viscéralement, quand tu as un sentiment de satisfaction qu'à faire ce que tu fais, tu prends la décision de devenir le meilleur dans ce que tu fais. Je pose la question, connaissez-vous des gens, vous, dans votre domaine d'activité, qui clament haut et fort avoir 5, 10, 15 ou 20 ans d'expérience, mais dans le fond, vous savez pertinemment qu'ils ont 1 an d'expérience répété 5, 10, 15 ou 20 fois? Parce qu'ils n'ont jamais fait de la formation continue une priorité. Ils n'ont jamais voulu s'améliorer. Ils n'ont jamais suivi de cours, de séminaires. Ils n'ont jamais retourné à l'école lorsqu'ils ont eu l'opportunité. Alors, voici la première qualité que j'ai remarquée chez les gagnants. C'est des gens qui aiment ce qu'ils font. C'est des gens qui ont éprouvé un sentiment de satisfaction qu'à faire ce qu'ils font. Et c'est des gens surtout qui ont pris la décision de devenir les meilleurs dans ce qu'ils font. Alors, vous n'êtes peut-être pas un de ces 4 personnages-là, mais vous également, vous pouvez prendre la décision de devenir le meilleur dans ce que vous faites. Maintenant, on enchaîne avec la deuxième idée que j'aimerais partager avec vous. Et là, il fallait que ça commence par un U. Vous allez voir que j'ai été un petit peu créatif ici. En fait, avoir un ou des buts dans la vie. Alors, c'est la deuxième chose que j'ai remarquée chez les gens qui ont beaucoup de succès. C'est des gens qui savent précisément où ils s'en vont. Ne pas avoir de but dans la vie, c'est comme d'avoir un bateau sans gouvernail. Qu'est-ce qui risque de vous arriver si vous avez un bateau sans gouvernail? Vous êtes condamné à rester au quai toute votre vie parce que vous allez vous échouer si vous partez avec un bateau sans gouvernail. Puis il y a bien des gens qui ont un bon potentiel de réussite dans la vie, mais malheureusement, ils n'ont jamais pris le temps de se fixer des objectifs. Ils n'ont pas de gouvernail à leur vie. Et là, ils sont dépendants des autres. Un bateau est en toute sécurité au port, mais il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour voguer sur les plus grands océans. Si je vous posais la question, c'est quoi le pourcentage de gens dans la population générale qui ont des objectifs écrits sur papier avec un plan d'action pour les réaliser? Est-ce que c'est 20 10 ou moins de 3 Moins de 3 des gens, ils ont dit, voici ce que je veux faire dans la vie, je l'ai mis par papier, et voici comment je vais m'organiser pour y aller. Levez la main ceux qui sont travailleurs autonomes ou qui sont entrepreneurs ici, levez la main. Alors, vous êtes sûrement déjà allé voir, je dirais c'est 40-50 de la salle, vous êtes déjà sûrement allé voir un banquier ou une caisse populaire, et qu'est-ce qu'ils vous ont demandé avant de vous prêter de l'argent? Des garanties s'il était chicken un peu là, comme banquier, mais il va surtout vous demander, c'est quoi ton plan d'affaires? Alors, c'est quoi votre plan de vie? Où est-ce que vous vous en allez d'ici 2 ans, 5 ans et 10 ans? Et tous les gens que j'ai eu la chance de rencontrer qui ont des belles vies savent précisément et exactement ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, ils attirent ça. Alors, plutôt que d'être réactifs, ils sont excessivement proactifs. En fait, je vais vous partager 2 raisons pourquoi vous et moi, ou vous rappelez plutôt 2 raisons pourquoi vous et moi, on devrait avoir des objectifs précis dans la vie. Premièrement, c'est le secret de la motivation. Alors, ça fait une douzaine d'années que je donne des conférences comme ça. J'ai mis sur pied 10 petites entreprises et on me pose souvent la question, c'est quoi le secret de ta motivation ou c'est quoi le secret des gens motivés? Et si vous prenez le mot motivation et vous le scindez en 2, vous allez retrouver le mot motif et le mot action. Ce qui nous pousse à agir dans la vie, ce sont nos motifs, nos buts, nos projets, si vous préférez. Il y a un homme sage, un coach, quand j'étais plus jeune, me dit, Patrick, sais-tu, il faut que tu choisisses dans quelle gang tu veux faire partie dans la vie. Il y a 2 gangs dans la vie. Premièrement, il y a une gang qui se lève le matin et qui ont des projets qu'ils veulent réaliser. Puis l'autre gang, eux autres, quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas de projet, mais ils pensent à leurs problèmes. Dans quelle gang veux-tu faire partie? Pensez-y, tu te lèves le matin, tu n'as pas de projet, à quoi tu penses? Des problèmes. Alors, aussi bien faire partie de la gang qui ont des projets. Écoutez bien ça, c'est une des choses les plus sages que je vais dire de la conférence. Si vous n'avez pas de projet dans la vie, c'est probablement le fait que vous êtes l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Ouch! Alors, aussi bien avoir ses propres projets à soi-même, d'avoir des buts, c'est excessivement motivant. C'est comme, vous savez, qui travaille dans la vente? Levez la main. Est-ce que vous avez des concours de vente des fois? Alors, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est motivant? Oui, c'est motivant, mais c'est la motivation à
Court terme, on s'entend, une fois que tu as remporté ton concours, qu'est-ce que ça te prend? Un autre concours pour te motiver. C'est une forme de motivation extrinsèque qui est très valable en soi, mais qui n'est pas la meilleure forme de motivation. La meilleure forme de motivation, c'est laquelle? Motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, à savoir vos buts, vos rêves, vos projets, à vous. Et on est tous uniques, on est tous différents, on a tous des valeurs, on a des groupes d'âge différents dans la salle, donc on est tous motivés et motivables de façon unique. Il y a un jeune qui vient me voir après une conférence que je donnais l'année passée, puis il dit « Patrick, merci beaucoup, tu m'as motivé aujourd'hui. » Il était vraiment là... comme s'il avait bu 10 Red Bull en ligne. Là. Je dis, excuse-moi si je t'ai motivé aujourd'hui. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, si moi je t'ai motivé aujourd'hui, ça veut dire que n'importe qui en sortant de la salle pourrait te démotiver. Si ta source de motivation vient de l'extérieur, aussitôt que tu vas frapper un embûche par rapport à ton projet, tu vas être démotivé. Moi, je ne veux pas te motiver. Moi, je veux que tu sortes d'ici et que tu sois auto-motivé. Alors, j'ai posé la question, quels sont tes buts, quels sont tes projets, quels sont tes rêves? Et là, il a comme allumé, il a compris que sa motivation devait venir de l'intérieur uniquement et seulement que de l'intérieur. En fait, la deuxième raison pourquoi on doit avoir des objectifs, c'est que c'est le secret du bonheur. Il y a un bonhomme que j'admire énormément qui s'appelle Earl Nightingale. Il a écrit un album cassette il y a très longtemps qui s'appelait Lead the Field. Et ce qu'il dit, M. Nightingale, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, il dit « Le bonheur, c'est la réalisation progressive d'un but qui nous tient à cœur. » Puis le mot-clé dans sa définition du bonheur, c'est le mot « progressif ». La réalisation progressive d'un but qui nous tient à cœur. C'est-à-dire que ce qui nous motive dans la vie, ce n'est pas la possession, c'est l'anticipation. Moi, quand j'ai compris ça, mon univers a changé du tout au tout. J'ai compris que si je voulais être motivé dans la vie, puis je voulais être heureux, ça me prenait des buts et des projets à atteindre. C'est quand vous êtes le plus motivé ou le plus heureux, c'est quand vous avez les deux pieds dans le sable dans le sud, une semaine après, quand tu montres tes photos à tes amis, ou plutôt un mois avant de partir, une semaine, un de dos, chérie, on s'en va, yeah! Pas capable de dormir. C'est l'anticipation. Finalement, tu arrives là-bas, il n'y a plus toute la semaine, tu as eu la diarrhée, puis non, mais avant, c'était bien le fun. Avant, pendant aussi, on s'entend, mais ce qui me fait dire que la première chose qu'on devrait faire en venant d'une vacance, c'est quoi? Planifier immédiatement la suivante, même si c'est dans 3 mois, 6 mois, dans un an d'ici. Et pendant tout ce temps-là, à toutes les fois que tu anticipes ton projet, tu es heureux. C'est tout aussi simple que ça. Ce qui me fait dire que si vous voulez constamment être heureux à l'intérieur de vous, ayez constamment des buts, des projets à réaliser. Hein? Si vous cultivez ce sentiment d'expectative positif, vous allez toujours être heureux et heureuse. C'est tout aussi simple que ça. Et en fait, ce que j'aimerais vous demander, tout simplement, c'est qu'on va faire un exercice ensemble. Alors, je vais vous demander, en silence, s'il vous plaît, de vous lever debout, s'il vous plaît, le plus silencieusement possible. Vous allez vous lever debout. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver un voisin dans la salle, un participant qui est tout comme vous ce soir, et vous allez lui partager 2 projets, 2 objectifs que vous aimeriez réaliser d'ici les 12 prochains mois. Qui est 2 buts, 2 projets, 2 objectifs qui vous tiennent à cœur, que vous tenez, que vous voulez réaliser. Parce que je veux que vous sortiez d'ici auto-motivé, on s'entend? Mais il y a une chose. Là, vous vous demandez qui je vais choisir comme partenaire. Choisissez quelqu'un dans la salle avec qui vous aimeriez faire l'amour. Tiens, c'est comme... C'est une farce, évidemment. Le gars, il regarde, il y a un gars à côté, il y a un gars à côté, il y a un gars en arrière. Alors, allez-y, trouvez-vous un partenaire, partagez 2 buts, 1, 2, 3, go, allez-y. Vous pouvez vous asseoir, c'est bien. Excellent. Vous avez maintenant des buts, des projets qui sont uniques. Vous allez sortir d'ici, non pas inspiré parce qu'il y a un conférencier qui nous a parlé pendant 2 heures, mais vous avez des buts, vous avez des projets. Et c'est important de s'en fixer. Et plus un individu a des projets, des objectifs, plus il sera motivé de l'intérieur. Alors, qui a des employés? S'il levez la main.
Alors, vous voulez avoir du succès, c'est pas compliqué, embaucher des gens qui sont automotivés. C'est aussi simple que ça. Alors, posez des questions à vos gens. C'est quoi tes buts, c'est quoi tes projets? Aidez-leur à définir quels sont leurs buts, leurs projets, et vous allez avoir des équipes qui sont automotivées et qui auront du succès. Maintenant, j'aimerais partager avec vous 4 idées d'actions qui vont vous aider à atteindre vos objectifs rapidement. Et là, je vous avertis, la première fois que j'ai entendu parler de ça, il y a très longtemps, j'ai trouvé ça un petit peu bébé. Je me suis dit, voyons donc, c'est tellement simple, ça se peut pas que ça ait autant d'impact. Et après l'avoir entendu 7 fois, parce qu'apparemment, ça prend ça, hein, nous autres, on est fait comme ça. La première fois, on ne catch pas, deuxième, troisième, quatrième, finalement, après 7 fois, on dit, on va l'essayer. Et après 7 fois, j'ai commencé à appliquer cette information-là et ma vie a changé littéralement. Mais l'information que je vais vous partager, ce n'est pas de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est quelque chose, c'est des petites habitudes que vous devez faire à tous les jours pour le reste de votre vie. Mais soyez sans crainte, ça ne demande pas beaucoup d'efforts et ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais quel résultat extraordinaire. Alors voici la première de ces habitudes-là. Premièrement, toujours partager vos rêves, mais seulement avec des gens qui ont des rêves également. Ne jamais partager ses rêves avec des gens qui n'en ont pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ils vont vous ramener à leur réalité. Et voyez-vous, j'ai mis un crabe ici sur mon écran. Si vous voyez, jamais un jour, vous voyez là, un panier de crabes, vous remarquez qu'aussitôt qu'il y a un crabe qui essaie de sortir du panier, les autres, ils leur tirent par en bas. Va-t'en pas, mon chum, on veut te garder ici. Il y a bien des gens qui sont comme ça. Moi, je les appelle des voleurs de rêve, ces gens-là. Des gens qui ne veulent pas vous perdre, par exemple. Ils ne veulent pas que vous déménagez de quartier parce que tu commences à avoir du succès. Et ces gens-là, ils n'ont pas confiance en eux autres, puis ils vous rabaissent dans leur petitesse, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, ça m'a pris 30 ans, personnellement, avant de comprendre ça. Pourquoi? Parce que je suis un entrepreneur, j'ai toujours plein d'idées, plein de projets d'entreprise à partir. Et qui étaient les premières personnes que j'allais voir? Souvent les pires, les gens qui étaient proches de moi. Certains de mes amis, par exemple, la famille, mon père, entre autres. Et qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils me ramenaient par en bas. Et combien de fois je suis allé dans ma chambre, la face dans la tête d'oreiller, puis je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et j'ai compris aujourd'hui que je peux, par contre, partager mes buts, mes projets, mais avec des gens qui en ont. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ils vont vous encourager, vous supporter. Hey, je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est absolument extraordinaire. Il y a une énergie quand tu parles à des gens qui ont des projets. Alors, ne jamais partager vos rêves avec des gens qui n'en ont pas. Fuyez les valeurs de rêve. La deuxième chose que vous devez faire pour atteindre vos objectifs plus rapidement, c'est d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà afin de la manifester encore plus dans votre vie. Levez la main ceux et celles qui ont entendu parler du livre Le Secret, The Secret, ou le DVD. Oh wow, à peu près 60 de la salle. C'est un des grands best-sellers l'année passée. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup le fondement, la base de ce livre-là. Je trouve qu'il parle pas assez de l'action, mais nous autres, on va en parler tantôt. Mais la base, c'est que le secret, en fait, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction dit qu'on attire à nous nos pensées et nos émotions dominantes. Je répète, on attire à nous nos pensées et nos émotions dominantes. Et ce qui arrive avec la loi d'attraction, c'est que ça marche qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et il y a bien des gens qui attirent à eux ce qu'ils ne veulent pas parce qu'ils lui donnent de l'énergie. Vous savez ce que la plupart des gens font le matin en se levant? Ils vont aux toilettes, on s'entend. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre le journal, par exemple, ils vont commencer à lire ça. 1 demi-heure, 3/4 d'heure de temps. Et avant de se coucher, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont écouter le téléjournal avec Burnout de Rome. Et là, c'est encore pire, mesdames et messieurs, parce que c'est des images qui impriment leur subconscient. Et savez-vous que pour chaque nouvelle positive, il y en a 16 négatives dans le journal? Puis à la télévision, les téléjournaux. Alors, il faut faire attention à ce qu'on met dans notre esprit, parce que vous allez attirer à vous ces choses-là qui sont négatives. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est qu'à tous les matins, en vous levant et le soir avant de vous coucher, vous preniez 15 à 20 secondes afin d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie, afin d'en attirer encore plus. Et là, le meilleur moment, c'est quand tu te réveilles avant de sortir du lit. Tu te réveilles, là, tu te dis, OK, avant de sortir du lit, merci, moi je l'appelle l'univers, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, bon Dieu, Allah, Gouda, appelez-le comme vous voulez. Merci, Gouda, pour... Alors, quelles sont les choses dans votre vie pour lesquelles vous pourriez être reconnaissant? Dites-moi. Pour ma chérie, pour ma femme, ma blonde, pour ma santé, les autres? Pour l'amour que j'ai dans l'entour de moi? Pour mes enfants, j'ai entendu mes amis. Hein? Y a-t-il qui ont des amis ici? Êtes-vous privilégié d'avoir ces gens-là dans votre vie? Oui. Il n'y a personne qui a nommé le fait qu'on vit au Canada, au Québec. Il n'y a personne qui a nommé ça. Est-ce qu'on devrait être reconnaissant pour ça? Mais non. On n'est pas en Afghanistan ou en Irak. On devrait être reconnaissant de ça. On ne se lève pas le matin en ayant peur qu'il y ait des bombes qui nous tombent sur la tête. Quoique quand on regarde l'état des routes au Québec, on va vous dire une affaire, des fois, on se croirait là-bas. Mais y en a-tu qui ont des animaux de compagnie ici? Hein, un petit chien, par exemple. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Ah, moi, j'ai un petit schnauzer dans ma vie, miniature. Il s'appelle Rudy, parce que c'est mon film préféré de tous les temps. Puis si vous n'avez pas vu ce film-là, allez vous louer ça. Un film qui est 1993, je pense. Et je suis tellement content d'avoir cette petite boule de poil-là dans ma vie. Et à tous les matins, je me lève, et à tous les soirs avant de me coucher, je suis reconnaissant. Et non seulement je dis ces choses-là, mais je ressens les sentiments de bien-être que d'avoir ces choses-là, ces gens-là dans ma vie. Et je me sens tellement bien. Et devinez ce que j'attire dans ma vie? D'encore plus de ces choses-là.
Plutôt que de penser à ce qui va mal dans le monde, je pense à ce qui va déjà bien, puis j'en attire encore plus. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Est-ce que vous êtes prêts à l'essayer? Oui. Puis pas juste une fois, 2 fois, 3 fois, à tous les matins ou à tous les soirs avant de se coucher pour le reste de votre vie va être transformée. La troisième chose que vous pouvez faire pour attirer à vous vos objectifs, c'est de vous créer une liste d'affirmations positives. Je vous dirais environ 5, 6 ou 7 ou 8 que vous allez prendre soin de mettre par écrit et de mettre dans le miroir de votre salle de bain. Moi, j'ai un petit cabinet. Ici, je rouvre mon cabinet, je prends ma brosse à dents et là, j'ai mes affirmations positives. C'est quoi une affirmation positive? Ce sont des objectifs que tu écris au temps présent, comme si tu l'avais déjà matérialisé dans ta vie. Et pendant que je me brosse les dents, je n'ai rien d'autre à faire anyway, je lis mes affirmations positives. Et là, je vous suggère de faire la même chose le soir avant de vous coucher. Tu te brosses les dents, tu lis tes affirmations positives. Et pour tous ceux et celles dans la salle qui ne se brossaient pas les dents le soir avant de vous coucher, vous me suivez, vous allez faire d'une pierre deux coups. Alors, est-ce que vous êtes prêts à l'essayer? Yes! Je veux un bon yes. Est-ce que vous êtes prêts à l'essayer? Yes! C'est très simple. Par exemple, tu es un golfeur, puis je sais pas, moi, tu as 12 d'handicap au golf, tu joues souvent au golf. Là, tu pourrais écrire, par exemple, je suis un excellent golfeur et j'ai 10 d'handicap ou moins. Vous remarquez le ou moins? Parce que tu ne veux pas te limiter à 10. Ça pourrait être un exemple d'affirmation positive. Je ne sais pas, tu travailles dans la vente, par exemple, je suis un excellent vendeur et je gagne 100 000 $ ou plus. En voyant encore le « ou plus », tu ne veux pas limiter. Si tu gagnes plus, tant mieux. Et ce chiffre-là, selon moi, devrait être minimum 30 % de plus que tu as gagné l'année passée. Et à force de te le répéter soir et matin, soir et matin, soir et matin, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Vous allez attirer à vous des circonstances, des personnes, des occasions. Vous allez vous mettre à lire des choses que vous n'auriez pas lues. Vous allez vous mettre à entendre des choses à la radio que vous n'auriez pas nécessairement entendues pour faire en sorte que se matérialise ce à quoi vous pensez et vous ressentez la majorité du temps. C'est tout si simple que ça fonctionne tant au niveau personnel que professionnel. Et je vais vous donner une illustration, tiens, au niveau personnel. Des fois, les gens m'écrivent et disent « Patrick, tu parles souvent d'argent dans tes affaires. » Je dis « Oui, mais c'est quoi le problème? » Savez-vous qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont des limites, qui ont des blocages par rapport à l'argent. Ça fait partie intégrante que d'avoir du succès, que d'avoir des sous. Alors, c'est une partie seulement, mais je vais vous donner une illustration personnelle de ça. Il y a quelques années, je venais de tomber célibataire, en copine et moi, on a pris la décision de se laisser parce que je voulais fonder une famille. C'était mon plus grand rêve que d'avoir des enfants. Alors, ça faisait 1 an que j'étais célibataire. Je me retrouve au mois d'avril 2005. Et là, j'écris mes buts, mes rêves, mes projets, ce que je veux faire dans la vie à long terme, où ce que je veux habiter, tout ça. Mais mon but principal, numéro 1, c'est de rencontrer la femme de ma vie avec qui j'aurai des enfants. Et là, j'écris ça comme information positive à tous les matins quand je me brosse les dents, tous les soirs avant de me coucher. D'ici le 1er janvier 2006, je rencontre la femme de ma vie avec qui j'aurai des enfants. D'ici le 1er janvier 2006, je rencontre la femme de ma vie avec qui j'aurai des enfants. Puis là, je le crois viscéralement. On avance, mois d'avril, 20 décembre 2005. Je n'ai pas encore rencontré la femme de ma vie avec qui j'aurai des enfants. Fait que j'ai rencontré des femmes, mais pas la bonne. Vous sentez comment je me sentais? Puis la plupart des gens sont tentés d'abandonner. Tu sais, quand ça ne marche pas, ça marche pas cette affaire-là. Non, moi, j'y croyais viscéralement, où j'étais rendu à un point dans ma vie où je devais rencontrer cette personne-là. Et là, je m'en vais, à cette époque-là, je me rappelle tous les buts que j'avais écrits. Je me rappelle qu'un de mes buts, c'était de me faire masser à tous les semaines. Est-ce qu'il y en a qui aiment se faire masser ici? Levez la main. Wow! J'aime ça, des gens qui prennent soin d'eux-mêmes. Et à cette époque-là, j'avais déjà réalisé un de mes rêves qui était de me faire masser 1 fois par mois. Alors, je m'en vais chez ma massothérapeute. Puis là, j'attends dans l'entrée comme ça. Elle s'appelle Nathalie, centre de massothérapie La Salle. Ça fait longtemps, c'est une vieille amie. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Elle ne masse pas aujourd'hui. Elle est rendue avec un gros centre de massothérapie, une quinzaine de massothérapeutes qui travaillent pour elle. Alors, elle est à la réception, puis on jase. Puis, en fait, tu as encore trouvé une blonde? Je dis, ben non, je n'ai pas encore trouvé une blonde. Et là, la porte se rouvre. Il y a une super belle fille qui passe. On se regarde tous les deux comme ça. Puis, elle s'en va au bout du corridor. Puis là, je dis à Nathalie, j'ai dit, c'est qui ça? C'est une de tes clientes. Elle dit, non, elle dit, c'est une nouvelle masso qui travaille pour moi. Je dis, wow, je dis, elle a-tu un chum? Elle dit, non, elle n'a pas un chum, Pénélope. Malheureusement, elle est déjà prise, ça fait 3 ans et demi, je pense qu'elle sort avec son chum. Je dis, ah, c'est plate, hein? Les bonnes filles sont déjà toutes prises. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, ben, je sais pas, je devrais te dire ça, mais ça va pas bien avec son chum. Dis-moi en plus. Il dit, en fait, je sais pas si je devrais te dire ça, mais il paraît que ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas fait l'amour, puis elle avait donné son 4 % après Noël. Je dis, oh oui, dis-moi en plus, s'il te plaît. Ouf, je me commence à avoir chaud comme ça. Puis là, je me fais appeler pour aller faire mon massage. Et là, pendant que j'étais en train de me faire mon massage, Nathalie appelle Pénélope à réception. Puis elle dit, as-tu vu le gars tantôt? Elle dit, ben oui, je l'ai remarqué, tout ça. Elle dit, ça serait un bon gars pour toi. Tu m'as dit que c'était pas mal fini avec ton chum. J'ai dit, ah ouais. Puis là, elle commence à me beurre ça épais parce qu'elle me connaît bien. Puis elle veut me caser, ma chum Nathalie. Et finalement, le soir, je m'en vais chez moi. Mon cellulaire sonne et c'est la fameuse Pénélope au téléphone. Et là, on parle 1 demi-heure de temps. Vraiment, l'énergie, ça l'a coulé super facilement. On se donne un rendez-vous 2 jours après au Whisky Café à Montréal. Tu sais, du coin de Bernard et Saint-Laurent. Et là, on s'assoit et la première chose qu'elle me dit, elle dit, veux-tu des enfants? Première chose qu'elle dit, veux-tu des enfants? Je suis comme, alléluia! J'ai dit, ben oui, j'en veux!
J'ai laissé mon ancienne copine à cause de ça parce qu'elle n'en voulait pas. Elle dit, c'est correct parce que moi, je veux quelqu'un de sérieux. Puis là, on commence à parler. Puis là, 3 heures de temps, c'est comme si on avait été là une demi-heure. Ça a tellement bien été, mesdames et messieurs, que le lendemain, elle a donné son 4 % à son chum. Et depuis ce temps-là, je sors avec Pénélope. C'est la femme de ma vie. Elle est exactement ce que je voulais, comment je l'avais décrit. Et je voulais qu'elle travaille avec moi et rendu qu'elle travaille avec moi aujourd'hui. En fait, je vais vous la présenter. Voici la photo de Pénélope et mon petit schnauzer en passant à Rudy que je vous ai parlé. Et ce qui est le fun, c'est parce que souvent, je voyage dans des beaux hôtels. Je me suis dit, j'aimerais ça que ma blonde travaille avec moi un jour. Puis Pénélope, elle travaille avec moi aujourd'hui. Et elle aurait aimé ça être ici ce soir, absolument être ici, mais elle n'est pas ici parce qu'elle a une super bonne raison. Parce qu'au mois de juin passé, Pénélope a donné naissance à une belle petite fille. Alors, on a réalisé notre rêve. Fait applaudir. On est... En fait, est-ce que vous aimeriez voir notre fille? Alors, je présente bébé Jade. Jade Leroux, elle a 4 mois, elle est belle comme un cœur. Et vous savez que c'est drôle la vie, hein? Une de mes chansons préférées avant que bébé Jade naisse, c'était 3rd of June de Carey Hart. Et c'est la chanson que vous entendez. Et Jade est née le 3 juin exactement. Et c'est drôle les coïncidences dans la vie parce qu'un autre point tournant dans ma vie, c'est le 3 juin 1996. C'est la journée où j'ai commencé à écrire mon journal personnel et j'ai commencé à fixer mes objectifs et évaluer mes valeurs. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à être conférencier. Alors, c'est un bonheur absolument extraordinaire que d'avoir cette petite fille-là dans ma vie. J'ai passé du temps aujourd'hui avec. Ça me remplit tellement. Et en fait, vous savez ce qui est extraordinaire en plus, l'histoire de moi et Pénélope, c'est que depuis que je suis avec Pénélope, je me fais masser à tous les semaines. C'est quand même pas pire, hein, comme histoire. Alors, les affirmations positives, ça marche au niveau professionnel, ça marche au niveau personnel. Je vous jure, c'est extraordinaire. Écrivez-les, lisez-les à tous les jours et ça va se matérialiser dans votre vie. La 4e idée action pour vous aider à atteindre vos objectifs, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Encore une fois, c'est des choses que vous savez déjà, que je vous rappelle. Tous les grands athlètes olympiques vous diront qu'une grande partie de leur entraînement consiste à se visualiser, à se voir faire la meilleure performance de leur vie, à se voir recevoir une médaille sur le podium, à voir des commanditaires venir à eux pour qu'ils puissent appuyer leurs produits. Et ça fait partie intégrante du succès des gagnants. Et souvent, à ce niveau-là, le talent est similaire. Mais c'est ceux qui sont un peu plus forts dans leur tête, qui l'ont vu plus souvent, qui sont plus souvent gagnés, qui n'ont pas de doute, qui n'ont pas d'hésitation, qui vont remporter. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis des photos de ce qu'ils voulaient avoir sur leur frigidaire? Levez la main exactement. Wow, 20 environ de la salle. Alors moi, je vous suggère de le faire d'une façon d'un peu plus structurée. Ce que je vous suggère de faire, c'est très simple. Regardez, moi, j'appelle ça une carte au trésor. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Tous les 18 mois environ, je m'en vais chez Walmart, puis j'achète 6 ou 7 magazines, puis je me mets à découper des photos, des images, des illustrations de choses que je veux attirer à moi dans ma vie. Et je fais ça avec ma copine maintenant. Si vous avez des enfants, faites-le avec vos enfants. Alors, voici à quoi pourrait ressembler une carte au trésor. C'est un collage d'illustrations de choses ou tout simplement de personnes que vous voulez attirer à vous dans votre vie. Et là, je sais à quoi vous pensez. Vous avez vu les 2 jolies demoiselles à gauche sur l'écran, mais ça, en fait, mesdames et messieurs, ça représente l'amitié. Tout simplement. Ah, il ne faut pas se faire d'idées. Yes! Non, mais je vous suggère de le faire, c'est extraordinaire. Peu importe ce que tu veux dans la vie, bien, programme ton subconscient, voilà. Puis moi, j'ai cette carte-là dans mon bureau, et 5 secondes, les 5 premières secondes, quand je m'assois dans mon bureau, ce que je fais, je regarde ma carte au trésor. Puis ça me remplit tellement, et mon subconscient se met à travailler, il se met à écouter des choses que je n'aurais pas entendues, il fait en sorte que je rencontre des gens que je n'aurais pas rencontrés pour matérialiser ces choses-là, parce que je sais exactement où je m'en vais. Et tous les grands que j'ai rencontrés utilisent cette technique-là. Vous connaissez ce monsieur-là, monsieur Morgan Freeman, qui a gagné un Oscar en 2002 pour le film Million Dollar Baby. Le journaliste a fait demander par son patron, on va faire un article sur les gens qui ont gagné un Oscar. On veut savoir à quel endroit est-ce qu'ils mettent leur petite statuette. Puis les réponses les plus originales, on va en faire un article. Alors, elle s'en va chez M. Friedman. Et là, M. Friedman l'invite évidemment dans son salon. Il dit, voici où je mets ma petite statuette. J'ai fait faire un meuble en bois avec des verres, des faisceaux lumineux exprès pour ma statuette. C'est dans le milieu de mon salon. Puis à toutes les fois que quelqu'un vient me visiter, j'en suis très fier, évidemment. Et là, elle quitte la maison. Et là, elle dit à M. Friedman, elle dit, désolé, M. Friedman, j'espère que vous ne serez pas offusqué. Probablement que vous ne ferez pas notre article. J'ai plusieurs personnes à interviewer. Puis mon patron m'a demandé de prendre les idées les plus originales. Et je vais vous avouer que la vôtre, ce n'est pas très original, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens, des acteurs comme vous, qui ont gagné des statuettes, qui mettent ça dans le milieu de leur salon. Alors, soyez pas offusqués. M. Friedman dit, pas de problème. Il dit, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous dire qui pourrait vous faire changer d'idée.
Elle dit, certainement. De quoi s'agit-il? Il dit, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le petit meuble en bois que j'ai fait faire exprès pour mon Oscar, que j'ai mis dans le milieu de mon salon, en fait, je l'ai fait faire 5 ans avant de gagner mon Oscar. Et pendant 5 ans, toutes les fois que j'étais assis dans mon salon, je visualisais qu'un jour, il y aurait un Oscar à l'intérieur. La mâchoire de journaliste, elle fait « Hein? » Elle dit « Je pense que vous allez faire partie de mon article, M. Friedman. » Puis c'est exactement ce qui s'est passé, c'est l'article que j'ai lu. Alors, peu importe qui vous êtes, peu importe le niveau de succès que vous avez présentement, il est toujours bien de visualiser, de voir dans son esprit ce que vous voulez qui se matérialise dans votre vie demain, la semaine prochaine, dans 5 ans ou dans 10 ans d'ici. Est-ce que vous êtes prêts à l'essayer? Yes! Excellent! C'est les 4 idées que je voulais partager avec vous. Alors, j'espère que quand vous allez mourir, vos rêves ne mourront pas avec vous. Et j'espère que vous allez faire partie du 3 % de la population qui ont des objectifs écrits sur papier avec des plans pour les réaliser. Troisième idée que j'aimerais partager avec vous maintenant, que j'ai remarqué chez tous les gens qui ont beaucoup de succès, ça commence par un C, il s'agit tout simplement de la confiance en soi. Voyez-vous, c'est des choses très simples que je vous partage ce soir. Hein? Avoir des passions, hein? Aimer ce qu'on fait, prendre la décision d'être les meilleurs, avoir des buts, des projets, puis voici des trucs, comment les atteindre. Maintenant, il faut que tu crois que tu es capable et que tu mérites ça. Parce que tu as beau être passionné d'avoir des buts et des projets, si tu ne crois pas que tu le mérites, tu ne pourras pas le manifester dans ta vie. J'aimerais vous parler, si vous voulez bien, du dialogue intérieur. Levez la main, ceux et celles qui se parlent dans leur tête à tous les jours. Levez la main. Regardez, les gens qui ne lèvent pas leur main sont en train de se dire « Je me parle-tu dans ma tête? » Ben oui, regardons ça, je me parle dans ma tête. On se parle tous dans notre tête environ 50 000 à 60 000 fois par jour. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette statistique-là, c'est les psychologues. Mais malheureusement, 80 % de nos pensées sont cochonnes pour les gars, on va se dire la vérité. Mais non, sont négatifs. 80 % de ce qu'on se dit, c'est négatif. C'est qui notre pire ennemi? C'est nous-mêmes. On est notre pire ennemi. On n'a pas besoin d'aller très loin. Si tu crois quelque chose à l'intérieur, c'est ce que tu vas manifester à l'extérieur. Et là, mesdames, je veux vous avertir, vous êtes pire que les messieurs par rapport à ça. Vous avez une tendance naturelle à vous rabaisser plus facilement. On dit qu'il y a un homme seulement sur 50 qui a des tendances dépressives, alors qu'il y a une femme sur 5 qui ont des tendances dépressives. Votre dialogue intérieur est trop souvent négatif. Et là, on a une image pour le prouver. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Regardez, la femme est cute, elle se regarde dans le miroir, elle se trouve toutoune. Alors que nous autres, les boys, on n'a pas trop de misère avec ça. Avouez qu'il y a un peu de vérité quand même là-dedans, hein? Alors, faites attention à votre dialogue intérieur, faites attention à ce que vous vous dites, parce que c'est exactement ça que vous allez récolter. L'autre fois, je faisais un séminaire, puis je pose la question aux gens, ils disent « Levez la main ceux et celles qui croient que l'argent ne fait pas le bonheur, puis que l'argent, c'est difficile à gagner. » Écoute, il y a à peu près 75 % des gens qui ont levé la main. J'ai dit « Arrêtez de croire ça. Si tu es convaincu que l'argent ne fait pas le bonheur, puis que l'argent est difficile à gagner, qu'est-ce qui va arriver? » Tu n'auras pas, tu ne pourras pas en attirer. L'argent, ça fait partie intégrante du bonheur. Et l'argent, c'est facile à attirer. L'argent, c'est de l'énergie. Moi, je suis convaincu, plus que tu rends de service à du monde, plus que les gens vont te récompenser avec leur argent. C'est aussi simple que ça. Et il y a bien des gens qui ont un blocage. Et si vous suivez des séminaires sur l'abondance, la prospérité et comment faire de l'argent, vous allez voir que 80 % du temps, qu'est-ce qu'ils parlent dans ces séminaires-là? Ils parlent de croyances et de convictions. On a été brainwashés dans le passé à cause de ces méchantes croyances-là. On n'est pas capable d'attirer l'abondance à nous, ou on l'a puis on le sabote. Alors, faites attention à ce que vous dites. Si je posais une question, combien vous valez par année? Hein, on reste dans le domaine financier. Comment vous valez par année? Parce que le montant que tu t'es dit dans ta tête, c'est probablement ça que tu vas manifester l'année prochaine. Vous êtes votre pire ennemi. C'est vous qui vous imposez votre propre plafond. Plus ou moins 5 ou 10 000 $. Si tu es convaincu que tu vas ça, c'est à peu près ça que tu vas attirer à toi dans ta vie. Puis une fois que tu vas l'avoir atteint, bien, tu vas t'asseoir sur ton steak parce que c'est ta zone de confort. Vous me suivez? On est notre pire ennemi. Moi, je connais des gens, puis ça fait 12 ans que je donne des conférences comme ça dans les entreprises, et je donne des conférences des fois dans les domaines où les gens sont à 100 % commission, ou des entrepreneurs. Même marché, même type de clientèle, même produit. Il y en a un qui fait 400 000 par année, puis l'autre fait 40 000. Pourquoi? Parce que ça se passe ici. Lui est convaincu qu'il vaut 40 000. L'autre est convaincu qu'il en vaut minimum 400. Alors, tout se passe dans la tête. Ils ont les mêmes aptitudes. Puis souvent, celui qui fait le plus d'argent, c'est lui qui a le moins d'éducation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, j'ai remarqué ça. On dirait que plus que tu es d'éducation, plus que tu te crées, tu analyses, que tu penses, puis que là, tu vois, tu te fais des peurs, puis ça t'empêche, ça te paralyse dans le fond. Alors, faites attention à votre discours intérieur. Vous êtes votre pire ennemi. Maintenant, il est normal parfois de se sentir petit face à ses objectifs. Regardez la photo ici. C'est tout à fait normal. C'est la preuve que vous êtes sur le bord de sortir de votre zone de confort. Dites-vous qu'il est tout à fait normal d'avoir peur. Regardez les yeux de la petite fille ici.
quand tu te fixes un objectif qui est à l'extérieur de ta zone de confort, c'est normal que tu te sens peur. En fait, je vais vous poser une question. Tantôt, je vous ai demandé de partager 2 objectifs avec les personnes assises à côté de vous. Est-ce que ces objectifs-là vous font peur? Non. Ceux qui ont répondu non, laissez-moi vous dire une chose. Mesdames et messieurs, vous jouez fessier. Parce que si vos objectifs ne vous font pas peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur de votre zone de confort. Et ça veut dire que même si vous atteignez vos objectifs, vous ne grandirez pas plus. Vous me suivez? Parce que quand tu te fixes un objectif qui est à l'extérieur de la zone de confort, c'est de même que tu devrais te sentir. Tu vas avoir les yeux qui te sortent de la tête. Comment je vais faire? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Et c'est le seul moyen que tu vas grandir. Au début de l'année, j'ai décidé de sortir encore une fois de ma zone de confort, puis je me challenge à toutes les années. Cette année, j'ai commencé à faire des téléséminaires. Je n'avais jamais fait, mais comment ça va marcher? Faire des conférences téléphoniques. Les gens appellent de partout à travers, même l'Europe. Puis là, je fais une conférence au téléphone. Je n'avais aucune idée. Ça a fonctionné. Là, j'avais comme idée de faire une croisière conférence. Et là, on s'en va. On est rendu 69 personnes. On a loin 50 cabines sur un bateau. Puis on a quasiment atteint nos 50 cabines. Et là, on va faire une croisière conférence dans les Antilles au mois de décembre. Et là, j'ai dit, je vais faire une tournée provinciale de spectacle, conférence spectacle. Je vais avoir un chanteur avec moi. Voyons donc, je me sentais comme ça au début de l'année. Il faut que je loue des salles. Je ne suis même pas connu. Je ne fais pas de radio. Je ne fais pas de télé. Comment elle va faire pour remplir des salles? Je me sentais comme ça, mesdames et messieurs. Mais c'est la seule façon que tu vas grandir. Et si vous n'avez pas peur par rapport à l'identification de vos objectifs, c'est qu'ils sont à l'intérieur de votre zone de confort. Et vous aurez beau atteindre vos objectifs, vous ne grandirez pas. Fixez-vous toujours des objectifs qui sont à l'extérieur de votre zone de confort. Et parfois, dites-vous que l'important, en fait, quand tu fais des objectifs, même si tu as peur, l'important, c'est de croire en soi. Regardez mon petit chihuahua ici. Il s'appelle Keller. Il pèse 1,5 livre. En fait, vous remarquez, les chiens, on dirait plus qu'ils sont petits, plus qu'ils ont des gros noms. Vous remarquez? Un de mes amis, lui, ce qu'il aime comme chien, ça ressemble un peu à ça, mais il y a une mop sur la tête. C'est un Yorkshire. Vous savez, est-ce qu'il y en a qui ont des Yorkshire ici, qui connaissent ça, Yorkshire? Tu sais, je ne sais pas si c'est niaiseux, mais moi, je trouve ça courageux, ces chiens-là. C'est gros comme une gosse de souris. Écoute, c'est pas le chien qui a la médaille, on dirait que c'est la médaille qui a le chien. Vous me suivez, là? C'est tellement petit, ces affaires-là, mais ça a du goût sans bon sens. Puis un de mes amis, il aime les Yorkshire. Il y en a eu 3. Le premier, il s'appelait Rambo. Ouais, il aimait un bandeau rouge là, dans le front. Là, puis lui, Rambo, là, gros de même, lui, son trip, c'était de courir après les camions. Devinez ce qui est arrivé? Écrasé, il est mort, ça n'a pas été long. Hey, un gros... Là, c'est triste un peu, mais là, Cédric s'est acheté un autre Yorkshire. Lui, il l'a appelé... Il n'a pas appelé... Il l'a appelé... comment il l'a appelé? Un autre nom, là, vraiment un nom de méchant. Là, je ne me rappelle pas du nom, mais c'était comme... Tu voyais le chien, puis là, tu es comme, aïe, il est donc petit, ce chien-là. Mais lui, ce qui arrivait, ce chien-là, son nom va me rappeler, ce chien-là, lui, ce qu'il aimait, il s'appelait Tiger. Son chien, il aimait ça sauter en bas des divans. Mais il est tout petit. Fait que là, Cédric, il l'a mis sur un plus gros divan. Puis il dit, viens-t'en, Tiger, viens-t'en. Puis Tiger ne savait pas s'il devait y aller, un mini. Puis il est sauté en bas, il s'est cassé le cou, puis il est mort. Non, mais c'est triste pareil. Mais ça prend-tu du guts? Tu sais, t'es gros de même, tu sautes en bas d'un divan haut de même. C'est comme je te dirais, ah ouais, Claude, saute, t'es au 2e étage, saute, t'es capable. Cédric s'est acheté un 3e Yorkie. Il est encore vivant, soyez pas inquiets. Mais lui, il l'a appelé Hercule. Hercule, c'est une petite affaire qui court de même. Ça a du jus, ça a du gaz, ça ne meurt pas. Et là, l'été passé, je m'en vais jouer avec lui. Je m'en vais chez eux, il joue avec le petit Yorkie comme ça en avant. Mais lui, il est très protecteur de son territoire. Et là, il y a un maître qui passe avec un gros Rottweiler mâle de 140 livres en avant. Le Yorkie, il part après le Rottweiler, me comprenez-vous? Une chance que le Rottweiler, il est en laisse parce qu'il n'aurait plus de Yorkie. Des cacas du Rottweiler et les petits Yorkies. Vous me suivez, là? C'est comme... Ce qui me fait dire que ce n'est pas la grosseur du chien qui est important, c'est le chien qu'il y a dans le chien. Alors moi, je pose une question. Est-ce que vous avez du chien, mesdames et messieurs? Est-ce que vous avez confiance en vous-même? Est-ce que vous croyez que si quelqu'un, quelque part, a déjà accompli quelque chose, vous également, vous pouvez l'accomplir? Yes! C'est ça que je veux vous laisser avec. Vous êtes votre pire ennemi, et si vous croyez que quelque chose est possible, c'est possible. Si vous croyez que c'est impossible, c'est impossible. Tu t'en vas voir un client, on a déjà essayé de lui vendre, ça ne marche pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr que tu ne seras pas capable de lui vendre. C'est définitif. Peut-être avez-vous déjà entendu cette chanson-là. Chanson interprétée par Mariah Carey, A Hero Lies in You. À toute fois que je suis dans ma voiture où j'entends cette chanson-là, je monte le son, j'ai les frissons dans le dos. J'aime beaucoup les paroles de cette chanson-là et je vous invite à écouter le début de la chanson interprétée par Mariah Carey. There's a hero. On a tout un héros si on regarde à l'intérieur de notre cœur. Je pense qu'elle a tout à fait raison. On a un petit héros à l'intérieur de nous.
qui est prêt à sortir. On est tous dotés d'un potentiel absolument extraordinaire. On peut tous accomplir de grandes choses. Et s'il y a quelqu'un quelque part qui a déjà accompli quelque chose de grand et de significatif, il n'y a aucune raison pour que vous et moi, on ne puisse pas faire la même chose. La seule chose qui nous bloque, c'est quoi? C'est notre dialogue intérieur. Rebonsoir tout le monde. Vous avez passé une belle première partie? Yes! On va débuter la prochaine période, si vous voulez bien. Ah oui, c'est ça, j'attendais. Avez-vous déjà entendu l'expression « Dis-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu es ». Y croyez-vous? Moi, j'y crois très fortement. La quatrième idée que j'aimerais partager avec vous, c'est quelque chose que vous savez déjà, mais que je vous rappelle, c'est l'importance du cercle d'influence. Tout ce qui nous sommes, peu importe où nous sommes rendus dans la vie, nous sommes tous extrêmement influençables. En fait, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour gagner l'estime de ceux qu'on estime, l'amour de ceux qu'on aime, le respect de ceux qu'on respecte. Et ça, peu importe où on est rendu. Alors, il faut être extrêmement parcimonieux par rapport aux gens qu'on laisse rentrer dans notre vie. Et encore une fois, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Regardez bien l'image suivante, vous allez comprendre tout de suite. Ah, le petit chien qui est sur le mur. Évidemment, quand on est tout jeune, on est plus influençable, mais même à l'âge adulte, on l'est encore. Et je vais vous montrer quelques illustrations. En fait, qu'ont en commun toutes ces personnes-là? On parle de Whitney Houston, qui était mon idole dans les années 90, Britney Spears, Lindsay Lohan, Michael Vick, le joueur de football, Myriam Bédard, Nathalie Simard, des exemples plus québécois. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Qui ont des problèmes, effectivement. Mais regardez les photos avant puis après, ce sont des gens qui ont tous été influencés négativement, puis malgré le fait qu'il y avait tout pour eux, il y avait la gloire, le succès et l'argent, sont mal tournés. Parce qu'ils n'ont pas su s'entourer des bonnes personnes. Mais regardez le joueur de football ici, Michael Vick, ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Premier choix, corps arrière pour les Falcons d'Atlanta en 2004. C'est un joueur de football extraordinaire. Il signe un contrat de 122 millions et il s'est fait pincer l'année passée. Vous vous rappelez pourquoi? Pour avoir parié, organisé des combats de chiens illégaux chez eux. Des pitbulls qui se battaient ensemble. Une fois qu'ils avaient fini de se battre, il tirait avec son gun. Et là, il s'est fait prendre avec ses amis, évidemment. Il s'est fait bannir de la NFL. Il s'est fait bannir de la SPCA, on s'entend aussi. Mais là, il ne joue pas au football. On estime qu'il a perdu 122 millions de dollars à cause de ça. Il est en prison pour 23 mois et il est même sous la protection de la loi Lafayette présentement. Imaginez-vous quel talent gaspillé. Tout ça à cause de quoi? À cause des gens avec qui il se tenait. Peut-être connaissez-vous cette chanson-là. Qui chante cette chanson-là? Amy Winehouse, qui est un talent phénoménal, hein? Une fille d'Angleterre. Mais regardez les photos d'Amy Winehouse il y a quelques années au début de sa carrière et regardez les photos d'Amy Winehouse maintenant. Tout ça à cause de quoi? La drogue, le cercle d'influence, les gens qu'elle a laissés entrer dans sa vie. On est tous extrêmement influençables et il faut faire attention avec qui on se tient parce qu'on va finir comme ces gens-là. Là, je vais tenter un exercice. Alors, je vais vous demander de sortir de votre zone de confort. Tous ceux et celles qui fument, les fumeurs dans la salle, levez-vous debout, s'il vous plaît. Soyez pas gênés. Levez-vous debout. C'est pas trop essoufflant, vous allez voir. Je ne vous demanderai pas de rester longtemps debout, trop longtemps. OK, levez-vous debout. Vous avez un voisin qui fume, qui ne se lève pas. Là, un coup de coude dans la côte, s'il vous plaît. Alors, mademoiselle, vous fumez, levez-vous debout. Excellent. Et là, j'aimerais que tout le monde reste debout. Regardez bien les gens qui sont debout. Maintenant, les gens qui ont déjà fumé, levez-vous debout également, les ex-fumeurs. Alors, tous les fumeurs et les ex-fumeurs sont lèvent debout. Wow, il y en a une gang dans la salle. En passant, bravo, hein, ceux qui ont arrêté de fumer, bravo. Excellent. Alors, tous ceux et celles qui sont debout, voici la question que j'ai à vous poser. Soyez pas, madame, êtes-vous soufflé? Restez debout, mademoiselle. Alors, voici la question que j'ai à vous poser pour vous qui êtes fumeur ou ex-fumeur. Avec qui étiez-vous la première fois que vous avez fumé une cigarette? Est-ce qu'on pourrait dire un ami? Merci, vous pouvez vous asseoir. Arrêtez de vous tenir avec du monde de même! Non, mais je connais pas personne qui a commencé à fumer une cigarette par lui-même. « Oh oui, c'est bon, ça va en acheter un autre. » Non, tu t'es probablement touché les poumons une fois que tu as commencé, mais tu as voulu continuer. Pourquoi? Pour faire partie de la gang. On est tous excessivement influençables, peu importe qui nous sommes. Alors, il faut faire extrêmement attention qui sont les gens qu'on laisse entrer dans notre vie. Vous savez, un de mes auteurs préférés, c'est Brian Tracy. Il dit « If you want to fly like an eagle, don't flock with turkeys. » Hein, si tu veux voler comme un aigle, tiens-toi pas avec des dindons. C'est tellement simple, mais tellement puissant comme philosophie. Jim Rohn, il dit ceci. « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous vous tenez le plus.
Robert Howland, un auteur que j'aime beaucoup aux États-Unis, il parle beaucoup comment faire de l'argent. Il dit, votre compte de banque est probablement la moyenne du compte de banque des 5 personnes avec qui vous tenez le plus. La plupart des aspirations, des ambitions ou des peurs qu'on a nous viennent des gens qu'on fréquente. Et est-ce qu'on a la responsabilité et le choix des personnes qu'on fréquente dans notre vie? Mais non. Je vais vous demander de faire un exercice très simple. Moi, je suis convaincu d'une chose, qu'à toutes les fois qu'on rencontre quelqu'un dans la vie, soit cette personne-là nous donne l'énergie ou nous enlève l'énergie. Êtes-vous d'accord? Toutes les fois que vous rencontrez quelqu'un, soit que vous leur donnez de l'énergie ou vous leur enlevez de l'énergie. Alors, voici l'exercice très simple. Faites-vous une liste. Si vous avez un crayon et un papier, tant mieux, sinon faites-le dans votre tête. Faites-vous une liste des 4, 5, 6 ou 7 personnes qui font partie de votre cercle d'influence. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps, soit au téléphone, par courriel ou face à face. Alors, pensez à ces personnes-là, c'est votre conjoint, évidemment, un patron, un employé, un collègue de travail, votre belle-mère, votre beau-frère, des amis. Pensez à tous ces gens-là qui font partie de votre cercle d'influence, avec qui vous avez un contact régulier. Maintenant, j'aimerais que vous leur donniez une note à ces gens-là, de 0 à 10. 10, c'est des gens qui vous donnent l'énergie, des gens qui vous font rire, qui vous encouragent, qui vous supportent, qui vous écoutent, qui vous motivent, vraiment qui sont tout le temps là pour vous autres, qui sont disponibles, sont très rares par ailleurs, hein, les 10 sur 10. 5 sur 10, c'est des neutres. Des fois, ils grugent l'énergie, des fois, ils t'en donnent, mais overall, là, ça revient pas mal égal. Et en bas de 10 sur 10, vous les connaissez, ces gens-là, ça fait 2 minutes, tu y parles, tu as le goût de te pendre. Hein, c'est le genre de personnes, tu regardes l'afficheur, « Oh non, pas lui encore, je ne réponds pas. » Alors ça, c'est des en bas de 10. On me suit, tout le monde? Alors, allez-y, s'il vous plaît, donnez une note de 0 à 10 aux gens qui font partie de votre cercle d'influence. Allez-y, je vous donne un petit 10 secondes. Excellent. Maintenant, levez la main sur celles qui ont des personnes dans leur liste et soyez très honnêtes et très à l'aise qui sont en bas de 5 sur 10. Levez la main. Excellent. Des gens de votre famille? C'est souvent le cas, hein? On est pognés avec eux autres, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire avec des gens qui sont en bas de 5 sur 10? On les flush, elle est vraiment là. En fait, on peut les remonter si c'est des amis qui sont proches, puis quelqu'un qui vit, par exemple, une séparation, une perte d'emploi. C'est sûr que pendant un petit bout de temps, il te suce plus d'énergie qu'il t'en donne, mais si c'est temporaire, c'est correct. Mais si c'est permanent, s'il vous plaît, prenez la décision de passer de moins en moins de temps avec ces gens-là. Peut-être juste le party de Noël que tu n'as pas le choix d'aller, mais c'est excessivement important pour votre santé mentale que de ne pas vous tenir avec ces gens-là parce qu'ils vont vous amener dans leur pity party. Vous me suivez, hein? Dans leur petit party là, où je fais pitié et que je suis une victime de la vie. Maintenant, des gens qui sont, on pourrait les appeler catégorie C, hein? Des gens qui sont en bas de 5. Des gens qui sont entre 5 et 7, on pourrait les appeler catégorie B. Ça, c'est des gens qui nous donnent un peu plus d'énergie, mais quand même, ils nous en tirent assez souvent. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'on devrait faire avec eux autres? Les motiver, les amener voir des conférences, leur donner des livres. En fait, non, mais on devrait se tenir avec eux autres, mais on devrait quand même limiter le temps qu'on passe avec ces gens-là. Mais les gens qu'on appelle catégorie A, de 8 à 10, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens-là? Non seulement on devrait les fréquenter plus, mais on devrait être extrêmement proactif pour organiser des rencontres avec ces gens-là, d'organiser des soupers, organiser des activités. Hein? Si vous êtes des gars, par exemple, moi j'aime beaucoup organiser on part en moto, par exemple, on s'en va faire une fin de semaine de ski-doo en chum, on va faire un tournoi de golf à quelque part, vraiment pour passer du temps de quel texte ces gens-là. Puis à toutes les fois que je passe du temps avec ces gens-là, Christy qui m'énerve, je revive à la maison, j'ai plein d'idées, plein de projets, parce qu'eux autres aussi, ils ont plein d'idées puis plein de projets. Mais soyez pas réactifs. Attendez pas que ces gens-là vous invitent. Pourquoi vous pensez que les gens riches, par exemple, sont membres de clubs sociaux prestigieux ou sont membres de clubs de golf prestigieux? Pourquoi vous pensez? Parce qu'ils veulent se tenir avec du monde qui pense comme eux autres, tout simplement. Puis ils veulent se faire inspirer, motiver par ces gens-là. Alors, je vous incite à faire la même chose, passer de plus en plus de temps avec ces gens-là qui vous inspirent, qui vous donnent l'énergie, et vous êtes en contrôle de ça. C'est impératif, excessivement important. Est-ce que si quelqu'un, mettons, qui aurait la gale, la picote puis la rougeole, est-ce que vous allez y faire une accolade? Probablement pas. Mais les gens qui sont en bas de 5 sur 10, c'est des gens qui ont la picote, la rougeole puis la gale dans leur esprit. Vous me suivez, ces gens-là, ils sont contagieux. Alors, faites excessivement important, passez le moins de temps possible avec ces gens-là dans votre vie. Vous savez, parmi les gens qui font partie de leur cercle d'influence, les gens qui ont des belles vies, ce que j'ai remarqué, ils ont presque tous un mentor. Ils ont presque tous un mentor dans leur vie. Écoutez, même Tiger Woods, qui est un de mes héros, parce que j'adore le golf, qui est un de mes héros, Tiger Woods a un coach. Il a toujours eu un coach toute sa vie. Puis en passant, Tiger Woods, tantôt je parlais de la visualisation. Saviez-vous que le père de Tiger Woods, Earl Woods, il mettait un bâton de golf dans le berceau de Tiger Woods?
quand il était petit, pour que Tiger Woods, tout petit, il visualisait, il voyait le bâton de golf. Puis c'était un troisième bras qu'il avait. Alors, je vous parle de ça, tantôt, j'ai oublié de vous le mentionner, mais ça m'est revenu. Mais Tiger Woods, il a toujours eu un coach. Puis c'est le meilleur joueur de golf au monde. C'est exceptionnel. J'ai dit, si Tiger Woods a un coach, est-ce que je devrais avoir un coach, moi également? Mazan. Alors, je reviens à ce que je vous ai dit tantôt. Prenez 3 % de vos revenus annuels, votre budget formation, investissez dans le coaching, entre autres, et vos revenus devraient augmenter d'environ 30 % par année. J'y crois impérativement. Et la dernière chose que j'ai remarqué chez les gens qui font partie de leur cercle d'influence, vous remarquez que les gens qui partent à leur compte, c'est une statistique, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, 80 % des gens font faillite en dedans de 5 ans. Les gens qui essaient de tout faire par eux-mêmes, là, 80 % sont peu en affaires après 5 ans. Mais les gens qui partent sous forme de franchisés-franchiseurs, 80 % d'entre eux sont encore en affaires après 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu de l'aide, ils ont eu du coaching. Alors, peu importe ce que vous voulez accomplir dans la vie, s'il vous plaît, essayez pas de l'accomplir par vous-même. Vous allez peut-être y arriver, mais ça va vous prendre 10 ou 15 ans. Mais si vous vous faites aider, par contre, par des gens, ça va y aller beaucoup rapidement. Personnellement, je remercie l'univers pour tous les coachs que j'ai eus dans ma vie, que ce soit des coachs directs ou des coachs indirects que j'ai eu la chance de voir dans les séminaires, des livres. Et je fais 3 congrès par année, qui durent 3 à 4 jours. J'ai eu la chance de voir les meilleurs au monde. Là, pour la conférence spectacle que vous êtes ici ce soir, j'ai eu la chance de travailler avec Robert Marien, que vous connaissez d'ailleurs, Janelle Leclerc, qui écrivait les scripts pour les grandes gueules, qui m'aidait à puncher un petit peu les textes. J'ai travaillé avec Pierre Savard, qui m'a aidé pour les belles acétates que vous voyez. J'aime ça m'entourer de gens qui peuvent rehausser ce que je fais déjà. J'espère que vous faites la même chose et que vous allez voir des gens pour vous aider également à atteindre votre niveau de succès que vous méritez. Maintenant, j'aimerais vous partager la 5e idée du succès. Le E veut tout simplement dire équilibre. Vous savez, une chose que j'ai remarquée chez des gens qui avaient beaucoup de succès, puis ça me peinait un petit peu. Souvent, il y a des gens qui ont des belles vies, mais quand tu gruges un petit peu, tu t'aperçois que ce qui est beau dans leur vie, c'est leur succès professionnel et financier. Mais si tu regardes en arrière de la personne, souvent, il n'y a pas de succès trop physiquement. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, ces gens-là. C'est des gens qui en sont à leur 2e ou 3e divorce. Alors, moi, quand je parle d'équilibre, je parle d'avoir du succès dans tous les domaines de sa vie. Puis c'est ce que je vous conjure à avoir et j'aime beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui se prennent trop sérieux, trop jeunes dans leur vie. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent ici, c'est la bolle de toilette. Des gens qui travaillent, ils manquent complètement d'équilibre. Ces gens-là ne vivent que pour travailler. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des fers humains. Vous savez, un enfant de 4 ans rit en moyenne 400 fois par jour. Saviez-vous ça? Un adulte de 40 ans rit en moyenne 15 fois par jour. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que le petit jeune de 4 ans, il n'a pas d'hypothèque à payer, lui? Peut-être. Mais on cesse d'avoir du fun, on se prend trop au sérieux, on manque d'équilibre dans notre vie, on travaille, et on cesse d'avoir justement des buts, des projets dans d'autres domaines d'activité. Et qu'est-ce qui arrive à un moment donné si tu travailles trop fort? C'est que tu vas te planter, tu vas te faire mal, et ça m'est arrivé. Moi, j'ai manqué d'équilibre dans ma vie à un certain moment donné. Voyez-vous, l'équilibre, je vois ça comme une chaise aujourd'hui. Chacun des barreaux de la chaise représente une partie de votre vie. Alors, évidemment, il y a la partie des loisirs, le matériel, l'intellectuel, le spirituel, le travail, la santé, les amis, puis la famille. Et si vous avez 7 barreaux à votre chaise, vous allez être bien sur votre chaise. Mais si vous êtes assis juste sur un barreau, le travail, par exemple, comme des gens qui se vantent de ne pas avoir pris de vacances depuis 3 ans, qui travaillent 80 heures par semaine. Ça me fait rire, ces gens-là. Qu'est-ce qui arrive inévitablement, ces gens-là, à court ou à moyen terme? Qu'est-ce qui arrive? Burn-out. Développe un cancer. Divorce. Il y a un enfant qui suicide ou qui fait un vol de banque à banque. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas occupé, il n'a pas eu le temps d'être là. Puis moi, ça m'est arrivé à 21 ans, c'est la meilleure chose qui ne m'est jamais arrivée. J'avais une entreprise de triporteurs de crème glacée. Vous savez, gling, qui se promènent dans les rues. Là, j'avais 15 triporteurs de crème glacée qui se promenaient partout. J'avais le territoire de Laval. J'ai eu 104 employés qui ont travaillé pour moi durant un été. 150 000 $ de chiffre d'affaires. J'avais 21 ans. Wow! J'avais beaucoup de succès. Parce que moi, j'étais jeune, voyez-vous. Dans ma tête, faire de l'argent, ça voulait dire avoir du succès. Ben, je n'avais pas quand j'étais jeune. Alors là, je faisais de l'argent, mais à quel prix? À quel prix? Je mangeais de la crème glacée puis je mangeais des hot dogs. C'est tout ce que je mangeais. Je n'avais pas le temps de m'entraîner. Hein, j'ai pris un vrai 15 livres cet été-là. J'ai recommencé à faire de l'acné. Je dormais 4 heures par nuit. Je n'avais pas le temps de lire. Je n'avais plus d'amis. Et à la fin de l'été, ma copine, elle me dit, Nathalie, elle me dit, Patrick, elle dit, t'aimes plus ton travail que tu m'aimes moi. Je te quitte. Complètement brûlé, épuisé, fatigué, physiquement, émotionnellement. J'ai fait un burn-out à l'âge de 21 ans. C'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Veux-tu être la personne la plus riche du cimetière? Puis il y a bien des gens qui s'en vont vers ça. Vous savez, il n'y a jamais personne qui a déjà dit sur son lit de mort « Ah, j'aurais dû passer plus de temps au bureau. » C'est jamais arrivé.
Alors, j'espère que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, puis que vous n'êtes pas un faire humain, que vous êtes un être humain et que vous avez d'équilibre. Là, c'est rendu la valeur numéro 1 dans ma vie, l'équilibre avant tout. Hein, les gens, j'ai des amis conférenciers, par exemple, aux États-Unis, tout ça, puis ils vont faire des conférences, là, c'est incroyable, mais ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de temps personnel. Vous savez ce que je dis à ces gens-là, les gens qui sont trop occupés, puis il y en a peut-être dans la salle ici. Si vous êtes trop occupés, qu'est-ce que vous devriez faire? Mais non. Monte tes honoraires. Monte tes honoraires, charge plus cher. Tu vas faire autant d'argent. Tu vas travailler beaucoup moins, tu vas avoir une vie. Ou déléguer, comme certains ont dit également. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui ne peuvent pas déléguer. Par exemple, un conférencier ne peut pas déléguer lui-même, il ne peut pas se cloner. Mais charge plus cher. Charge plus cher, tu vas avoir une vie. Et c'est important. Puis il y a bien des gens qu'il faut qu'ils s'applantent, qu'ils rentrent dans le mur pour prendre conscience que c'est important. J'espère que ce n'est pas votre cas. S'il vous plaît, prenez soin de vous-même. Regardez mon petit Sharpie ici, comment il a l'air bien dans sa chaise. Non, mais prenez soin de votre santé. Il y a bien des gens, vous savez, ils ont des buts, ils ont des projets, ils ont des objectifs, mais ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas l'énergie pour atteindre leur objectif. Tu sais, ils vont promener leur chien, le chien court comme le vent, mais eux autres, ils montent dimanche, ils sont tous épuisés. C'est comme, faites attention. Hein, votre corps, c'est un jardin. Votre volonté, c'est son jardinier. Vous devez avoir la discipline pour prendre soin de votre corps. Il y en a qui prennent soin de leur voiture, ils prennent soin de leur chien, c'est impeccable, mais eux autres, ils ne s'entraînent pas, ils mangent mal. Faites attention à ça. Vous avez besoin d'énergie pour accomplir vos objectifs. Il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas cette énergie-là. Vous devez en faire une discipline. Et tous les gens que écoutez, George Bush, ce que j'ai entendu un conférencier il n'y a pas longtemps, il disait que George Bush, il court 1 heure par jour. Même si vous ne l'aimez pas, le bonhomme, là, entendez, entre vous et moi, là, il est pas mal plus occupé que nous autres. Hein, c'est le président. Puis lui, il prend la peine de courir 1 heure par jour. Quand j'entends ça, je dis « Wow, ça m'a frappé. Que vous l'aimiez ou pas, c'est pas grave. » Il est occupé puis il prend le temps de sa forme physique. Il y en a qui disent qu'il devrait courir plus longtemps, peut-être, mais ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, vous devez prendre soin de vous-même, vous devez prendre soin de votre physique, c'est excessivement important. Vous savez, au Québec, il y a 2 personnes sur 3 durant la semaine qui ne dorment pas 8 heures. C'est incroyable. C'est beaucoup. Il y a 25 des gens qui ne déjeunent pas le matin. On a prescrit 5,9 millions de dollars en 2007 d'antidépresseurs. Les gens ont un problème au niveau de la santé. Et si tu n'as pas la santé, puis si tu es fatigué, si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas accomplir tes objectifs. Hyper important. Je vais parler 2 minutes de l'importance de prendre des vacances. Est-ce qu'il y en a qui aiment prendre des vacances ici? Levez la main au effort. All right, j'aime bien ça. Est-ce que vous connaissez des gens qui se vendent de ne pas avoir pris de vacances depuis longtemps? C'est ridicule, hein? Tu as le goût de leur dire comment? Tu as le goût de les shaker, ces gens-là. Une vacance, c'est important de comprendre que ce n'est pas une récompense, c'est un investissement. C'est quelque chose qu'on doit planifier dans notre agenda et qu'on doit respecter. Il y a bien des gens qui se vendent justement de travailler très fort. C'est comme, ou moi, je prends juste des vacances l'été. Je décroche vraiment l'été. Pendant 1 mois et demi de temps, je décroche, mais le reste de l'année, je travaille fort, fort, fort. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est pendant que tu travailles à 60 % de tes capacités parce que tu es épuisé. Alors moi, je suggère aux gens de prendre des vacances minimum à tous les 3 mois, de recharger les batteries. Hein? Ben non, mais c'est vrai. Écoute. Et si tu es dans une situation où tu ne peux pas prendre de vacances tous les 3 mois, mais Christy, organise-toi pour l'être. Et je vais te dire une chose, quand vous prenez une vacance à tous les 3 mois, quand tu reviens au travail, tu travailles à 100 % de tes capacités, tu es beaucoup plus productif. Ça fait-tu du bon sens? Moi, j'aime beaucoup les vacances. C'est une chose les plus importantes pour moi dans ma vie. J'aime me recharger les batteries. Même, je vais en faire une conférence dans à peu près 2 semaines. Je vais en avoir à Whistler. Je me suis fait m'embaucher pour faire un congrès là-bas. J'ai rajouté 3 jours à mon séjour parce que ça donnait que mon horaire était disponible pour pouvoir profiter de la vie. C'est ça, la vie, c'est simple. Pourquoi vous gagnez les sous que vous gagnez? C'est pour pouvoir vous amuser, vous gâter, prendre soin des gens qui sont proches de vous. Alors, brûlez-vous pas au travail, prenez des vacances. Et regardez, c'est tellement imprégné dans moi-même que Pascal et moi, mon directeur des ventes, on a une idée. On a organisé, comme je l'ai parlé tantôt, une croisière qu'on va faire en décembre. On va être 70 personnes, ça va être extraordinaire. Puis on a déjà une croisière de planifiée pour l'autre année. Et là, ce qu'on va faire également, c'est qu'on s'en va à Vegas pour le mois d'avril. On va faire un séminaire là-bas qui s'appelle « M'enrichir, ce n'est pas du hasard ». Après ça, on va faire un week-end à Tremblant. Ça va s'appeler « Relaxer, c'est pas un luxe ». Un luxe, tout le monde va se faire masser. Et j'aimerais ça organiser un voyage de golf en Écosse également avec mes clients. On va avoir des gens qui lèvent la main. « Yeah, yeah, je vais être là ». J'aimerais organiser un trip de moto également. J'aime beaucoup le Harley Davidson. Alors, s'il y en a qui sont des Harley fans, écrivez-moi, on va faire ça ensemble. C'est important de s'amuser, c'est important de relaxer. Il faut prendre le temps dans votre agenda excessivement important. Et j'ai Christian ici qui aime beaucoup prendre des vacances. Alors, et mon Christian, là, ça, c'est sa copine qui prenait cette photo-là. Alors, l'importance de prendre des vacances, de relaxer, prendre du temps pour soi. Moi, je suis convaincu que la qualité de notre vie, mesdames et messieurs, revient à la qualité de nos relations interpersonnelles. Imaginez qu'une bombe qui tombe demain, tout le monde meurt sauf vous. C'est une bombe biologique. Et parce que vous avez des anticorps à l'intérieur de vous, vous êtes le seul survivant.
Vous avez accès à toutes les richesses qui existent sur la planète, mais vous êtes seul. Est-ce que vous seriez heureux et heureuse? Évidemment, vous ne le seriez pas. Est-ce que vous avez vu ou entendu parler du film Castaway avec Tom Hanks il y a quelques années? Excellent film. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ou qu'est-ce qu'il fait de spécial sur l'île? Avez-vous remarqué, il se fait un ami. Avez-vous remarqué? Comment il s'appelle son ami? Wilson. Il s'agit d'un ballon de volleyball. Sans les autres, on n'est absolument rien. Alors, faites attention dans vos objectifs de faire en sorte que vos relations interpersonnelles avec les gens que vous aimez, c'est une priorité dans votre vie. Je vais vous poser une question. Soyez très honnêtes, soyez pas gênés. Est-ce qu'il y en a qui sont célibataires ici dans la salle? Levez la main. All right. Est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient ça parfois être célibataire? Levez la main. Est-ce qu'il y en a qui sont sur le bord de l'être? C'est comme... Non, sérieusement, levez la main sur celles qui sont venues en couple ce soir. Levez la main. Excellent. Alors, voici la question que je vais vous poser pour vous qui êtes en couple. Vous êtes venus en couple ou vous êtes en couple. Voici la question que j'aimerais que vous vous posiez à vous-même. Et je vous avoue que parfois, les gens, ça les shake un petit peu quand je leur pose cette question-là. Alors, soyez honnêtes. Donnez-vous une note de 0 à 10, 10 étant le meilleur. Vous êtes prêts? Vous êtes honnêtes? OK, voici la question. Aimeriez-vous être marié à vous-même? Oh, les petits rires me font comprendre que pas tout le monde qui s'est donné un 10 sur 10, hein? Monsieur qui vient me voir après une conférence, l'autre fois, il dit « Patrick, quand tu m'as posé cette question-là, si tu m'avais donné un coup de marteau dans le front, ça aurait fait moins mal. » Il dit « Sais-tu comment je me donnais? » J'ai dit « Non. » Je me suis donné 2 sur 10. J'ai dit « 2 sur 10? Vous êtes dur avec vous-même? » Il dit « Oui, puis ça, c'est juste à cause du sexe, parce que le reste... » Je dis « Au moins, vous êtes honnête. » Comment vous êtes donné sur 10? Mettons que vous êtes donné un 7 ou un 8 sur 10. Qu'est-ce que ça prendrait pour vous rendre à 10? Posez-vous la question. Puis voici le défi ultime que je vous lance ce soir. Puis là, je sais qu'il y en a un méchant paquet qui n'osera pas le faire. Ce soir, vous rentrez à la maison, puis vous regardez votre conjoint dans les yeux, puis mettons que j'étais le conjoint parfait, chérie, là. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois un 10? En fond, comment tu me donnes sur 10? Et là, comme disait Patrick Huard dans son show, tu fermes ta gueule. Tu écoutes ce qu'elle dit, tu lui dis qu'est-ce que ça prendrait pour me rendre à 10? Mettons qu'elle te donne un 7. Tu dis qu'est-ce que ça prendrait pour me rendre à 10? Et là, tu ne dis pas un mot, zip, t'encaisses. Et là, tu sais sur quoi travailler pour améliorer la relation de ton couple. Vous savez, c'est comme mettre des bûches dans un foyer, un couple. Si tu arrêtes de mettre des bûches, qu'est-ce qui va arriver? Ça va mourir. Il faut que tu le travailles, ton couple. Alors, si tu poses la question à ton conjoint, à ta conjointe, puis elle dit, bien, pour t'améliorer, il faudrait qu'il arrive ça, ça, ça. Là, tu sais quoi faire pour travailler sur ton couple. Vous savez, une des plus grandes décisions que vous aurez à prendre dans votre vie, premièrement, je l'ai dit tantôt, c'est de choisir un travail que vous aimez. Et la deuxième, ou égale avec la première, c'est de trouver quelqu'un avec qui passer sa vie que vous aimez, qui vous aime en retour. Et trop de gens, malheureusement, sont dans des relations toxiques, puis qui n'ont pas le courage de s'en aller. Puis si ça va mal à la maison, pensez-vous que ça va affecter votre travail? Mais que ça va affecter votre travail. Parce que quand ça va mal à la maison, ça t'affecte, tu penses à ça, ça te gruge l'énergie et tu ne peux pas être aussi performant que tu devrais l'être. Alors, si ça fait trop longtemps que vous travaillez sur votre relation et il n'y a rien à faire, prenez votre courage en 2 mains et quittez cette relation-là. Sinon, travaillez sur votre relation, posez la question à l'autre personne. Comment tu me donnes sur 10? Qu'est-ce que ça prendrait pour m'améliorer? En fait, vous voulez améliorer la relation, toutes vos relations interpersonnelles, très simples comme truc. Allez voir les personnes qui sont proches de vous et posez-leur cette question-là. Ça prend beaucoup d'humilité, par exemple. Ma sœur, comment je pourrais faire pour être une meilleure sœur? Maman, comment je pourrais faire pour être un meilleur fils? Mon enfant, comment je pourrais faire pour être un meilleur papa ou une meilleure maman? Patron, comment je pourrais faire pour être un meilleur employé? Mon employé dit comment je pourrais faire pour être un meilleur patron. Allez voir vos meilleurs amis, posez-leur la question, comment je pourrais faire pour être un meilleur ami? Je vous jure, si vous mettez ça en application au cours des prochaines semaines et que vous posez ces questions-là aux gens qui sont proches, la qualité de vos relations interpersonnelles va augmenter de façon dramatique. Avez-vous le courage de le faire? Yes. Et donnez-moi une nouvelle, vous allez voir, votre vie va changer. Mais il faut mettre son ego de côté pour éviter de répondre lorsque la personne commence à te dire ce que tu dois faire. Et je vous jure, ce n'est pas facile. Des fois, il y a des choses que tu ne veux pas entendre, mais c'est la meilleure chose à faire pour améliorer la qualité de vos relations interpersonnelles. Maintenant, j'aimerais vous parler, on parle d'équilibre, j'aimerais vous parler des enfants. Levez la main sur celles qui ont des enfants ici. Levez la main. Wow! Levez la main sur celles qui agissent encore parfois comme des enfants. Y en a-tu ici? Perdez jamais ça, cette innocence, cette pureté, cette joie de vivre-là absolument extraordinaire. On va vous raconter une histoire. C'est un couple, justement, qui, eux, travaillaient très, très, très fort, mais qui prenaient pas assez soin de leurs 3 enfants. C'est la fête du plus vieux. Il va avoir 14 ans. Mon garçon, fais-nous une liste de cadeaux idéal. Ça fait 2 semaines qu'on magasine pour ta fête. On ne sait pas quoi t'acheter. T'es gâté, t'es pourri, t'as tout ce que tu veux dans la vie. Et là, le petit garçon, il commence à faire sa liste. Il monte dans sa chambre et ça y prend 1 heure. 1 heure après, il redescend en bas. Il dit, tiens, papa, tiens, maman, voici ma liste. Et il remonte dans sa chambre. Les parents sont offusqués. Ils disent, oh non, ça n'a pas de bon sens. 1 heure pour faire sa liste. Il a tout ce qu'il veut dans la vie. Il est gâté, pourri. Voyons ce qu'il a écrit sur sa liste. Et là, ils prennent la liste et ils commencent à lire la liste.
Papa, maman, ce que j'aimerais avoir pour ma fête. Et là, il y a un X sur le mot avoir. Ils ne comprennent pas. Il y a marqué être à la place. Papa, maman, ce que j'aimerais être pour ma fête, j'aimerais ça être Félix, notre petit chat. Oui, j'aimerais ça parce que moi aussi, j'aimerais ça me faire prendre dans vos bras tous les soirs lorsque vous rentrez à la maison. Papa, maman, ce que j'aimerais être, en fait, c'est un journal parce que moi aussi, j'aimerais ça que tous les matins, lorsque vous vous leviez, vous preniez un peu de mes nouvelles. Maman, papa, ce que j'aimerais être un iPod. J'aimerais être un iPod pour que vous écoutiez au creux de mes oreilles à quel point je suis triste, parfois. Papa, maman, ce que j'aimerais être une télévision. Oui, j'aimerais être une télévision pour que jamais vous alliez vous coucher le soir sans m'avoir regardé au moins une fois avec intérêt dans le blanc des yeux. Maman, pour toi, ce que j'aimerais être, maman, j'aimerais être un roman. J'aimerais être un roman pour que tu puisses lire dans mes émotions. Et pour toi, papa, ce que j'aimerais être une équipe de hockey. Oui, papa, j'aimerais être le Canadien de Montréal, papa, pour que tu sois fier de chacune de mes victoires, chacun de mes accomplissements. Non, à bien y penser, papa, maman, pour ma fête, s'il vous plaît, ne me faites aucun cadeau. Non, s'il vous plaît, papa, maman, pour ma fête, permettez-moi seulement de sentir que je suis un cadeau inestimable pour vous deux. Ouch! Pour un enfant, le mot amour s'appelle T-E-M-P-S. Qu'est-ce qu'ils veulent nos enfants? De la sécurité, de l'amour, de la tendresse. Et pour ça, il faut être présent. Il faut donner du temps. Les gens qui me disent, moi, je ne veux pas mes enfants, mais je passe du temps de qualité avec eux autres. Ça me fait tout le temps redresser le poil ses bras quand j'entends ça. Vous savez, autant en affaires, plus tu es intelligent, moins tu travailles, plus tu produis. C'est une question de qualité qui prime en affaires. Dans les relations interpersonnelles, c'est une question de quantité qui prime avant tout. Vous devez être là. Vous savez, dans 100 ans d'ici, tout l'argent que vous aurez laissé, la maison dans laquelle vous habitiez, la voiture que vous conduisez n'aura pas beaucoup d'importance, mais le monde pourrait être différent par contre, parce que vous avez été important dans la vie de quelqu'un. Vous savez, faire des enfants, c'est facile, mais les élever, c'est une autre chose. Alors, je pose une question, comment vous vous donnez sur 10? Est-ce que vous aimeriez vous avoir comme parent? J'espère que vous donnez une grosse note. Et vous savez, en fait, je vais vous parler d'une autre chose qui est excessivement importante par rapport aux relations interpersonnelles. L'histoire qui m'est arrivée personnellement. Pendant bien des années, mesdames et messieurs, j'ai fait de la boxe. J'ai fait des milliers et des milliers de combats de boxe. Il y a bien des gens qui ne savent pas ça. Hein? Vous savez, je suis un excellent boxeur et vous savez contre qui je boxais? Je boxais contre mon père. Pendant des années, j'ai livré des milliers de combats contre mon père dans ma tête, tout seul chez nous, le soir avant de me coucher, jusqu'au jour que le téléphone sonne, puis je réponds « Oui, bonjour, Patrick Leroux. »« Patrick, c'est ton père. Qu'est-ce qui se passe, père? » J'arrive de chez le médecin, il faut que je te dise, Patrick, je viens d'apprendre que j'ai le cancer du côlon. Je dis, voyons non, papa, le cancer du côlon, tu vas t'en sortir. Les gens, aujourd'hui, ils font de la chimiothérapie. Je dis, Patrick, il dit, c'est le pire des cancers. C'est un des pires des cancers. J'ai moins de 40 % des chances de m'en sortir. Je me fais opérer dans 3 semaines, puis il raccroche comme ça. Il raccroche comme si le Canadien avait perdu hier, aussi froid que ça. Mon père, il est comme ça. Là, je ne savais pas comment réagir. Je me suis mis à pleurer, puis à pleurer. Je le détestais, mon père. Je ne voulais pas qu'il s'en aille. Je le détestais, mais je ne voulais pas qu'il s'en aille. Je veux dire, je ne savais pas quoi faire. Je me sentais impuissant. Je me suis mis à écrire à l'ordinateur. J'ai commencé à y taper une lettre. J'ai dit, il n'est pas question qu'il s'en aille sans que j'y ai dit. Toute la colère que j'ai en dedans de moi, toutes les entreprises que j'ai voulu partir, il n'a jamais voulu être là pour moi. Il m'a toujours découragé. Je me rappelle la première fois que j'ai voulu acheter ma maison, je ne passais pas à la banque, puis j'ai demandé de m'endosser, puis il a refusé. Je vais lui dire avant qu'il parte. J'ai commencé à écrire la lettre. Puis plus que j'ai écrit la lettre, plus que je me suis rendu compte que dans le fond, il a fait du mieux qu'il a pu avec ce qu'il a eu. Parce que mon père ne m'a jamais dit « je t'aime », je sais qu'il y en a un paquet ici que leurs parents ne leur ont jamais dit « je t'aime » également. C'est parce que j'ai su par la suite que mon grand-père n'avait jamais dit « je t'aime » à mon père. Si mon père n'a jamais joué avec moi quand j'étais jeune, c'est parce que mon grand-père n'a jamais joué avec lui quand il était petit. J'ai dit, oui, je me rappelle, il m'a acheté une paire de patins quand j'avais 4 ans, puis je me rappelle, j'étais allé patiner avec lui. Il m'a montré à conduire un auto manuel, puis il n'arrêtait pas de dire, lâche le maudit break à bras si tu veux que ça avance. Je me rappelle de ça. Il n'a pas voulu m'endosser ma première maison, mais quand j'ai déménagé, il était le premier à venir m'aider pour déménager puis rénover. Il a fait du mieux qu'il a pu avec ce qu'il a eu. J'avais là quelque part quelqu'un qui disait, tu vas être heureux une journée, venge-toi, tu vas être heureux toute ta vie, pardonne. Ça va me marquer.
J'avais lu à quelque part, j'avais entendu quelqu'un dire ne pas pardonner à quelqu'un, c'est comme de boire du poison puis d'espérer que l'autre en meure. À qui ça fait le plus mal? C'est à nous. Vous savez ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de pardonner à mon père. J'ai dit, papa, je te pardonne. J'accroche mes gants de boxe. Je te pardonne, papa, tu as fait du mieux que tu as pu avec ce que tu as eu. Grand-papa t'a malmené, il t'a donné beaucoup d'amour, puis c'est pour ça que tu n'as pas su m'en donner. Puis ça y est, c'est fini. Je te pardonne, tu peux t'en aller en paix, papa. J'ai relu ma lettre 2 fois. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai brûlée. Je n'ai jamais envoyé. Je n'ai jamais envoyé parce que, vous savez, le pardon, c'est un geste égoïste qu'on fait pour soi-même. Pour se libérer d'un fardeau qu'on traîne avec nous, d'une énergie négative qui nous empêche de matérialiser nos objectifs. Il y a des gens qui ont des buts, ils ont des projets, mais c'est comme s'il y avait un frigidaire à ses épaules, puis ils veulent avancer, puis voilà, non, comment ça, je ne suis pas capable d'avancer, atteindre. Tu as un frigidaire à ses épaules. Quand tu pardonnes, c'est comme si tu enlevais ce frigidaire-là, tu te sens tellement libre, tellement léger. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pardonné, je n'ai jamais envoyé la lettre, il ne l'a jamais su. Une semaine après, c'était Noël. J'ai un frère qui est 2 ans plus jeune que moi. Imaginez comment on se sentait. Dernier Noël ensemble, ma famille. Je ne sais pas si vous faites ça chez vous, un échange de cadeaux traditionnel tous les années. Là, on fait ça dans notre famille. Puis après, j'ai dit, regardez, on va faire un échange de compliments. On n'a jamais fait ça. Après l'échange de cadeaux, on s'assoit, puis un et l'autre, on se donne 5 compliments. On se dit pourquoi qu'on trouve ça chez l'autre personne. J'ai vu mon père pleurer pour la première fois de sa vie. Plus beau Noël que j'ai jamais passé de ma vie. 2 semaines après Noël, mon père se fait opérer. J'étais à l'hôpital, évidemment, mon père est dans la chambre de réveil. Je vais voir le docteur, s'il vous plaît, donne-moi des bonnes nouvelles. Il dit, j'ai une bonne, une mauvaise nouvelle pour vous, pour votre père. Il dit, premièrement, la bonne nouvelle, c'est que je l'ai opéré, j'ai enlevé un pied dans son intestin, alors la tumeur ne s'est pas répandue. La bonne nouvelle, c'est que si votre père survit, il n'y aura pas de petit sac sur le côté. Mais pour l'instant, on ne peut rien garantir. Les 72 prochaines heures sont critiques. En fait, c'est que les gaz ne passent pas. C'est ça la mauvaise nouvelle. Et tant que les gaz ne passent pas, son ventre va se mettre à enfler, puis après 72 heures, il y a 60 des chances que votre père décède. Je me sentais tellement impuissant, même trop jeune pour mourir, voyons, 53 ans. Je s'en vais chez nous, je me mets à prier, je n'avais jamais prié de ma vie comme ça. Ah, mon petit papa, tu ne peux pas t'en aller, voyons donc, bats-toi. 2 jours après l'opération, mon père avait le ventre gros comme ça, il n'y a rien qui passait. 3e journée, dernière journée, avant de me rendre à l'hôpital, je décide de prendre un téléphone et d'appeler. Je dis, garde, j'aimerais parler à mon père Alfred Leroux, s'il vous plaît. Elle dit, un instant, je vous le passe. Mon père il répond, il n'a pas une voix très forte. Je dis, papa, c'est ton plus vieux Patrick. Je veux savoir comment ça allait ce matin. Mon père, il dit, Patrick, je suis content que tu m'appelles, je m'en allais t'appeler justement, il y a quelque chose qu'il faut absolument que je te dise. Et vous savez ce que j'ai pensé dans ma tête de petit gars? J'ai dit, ça y est, il va me dire pour la première fois de sa vie qu'il m'aime avant de partir. C'est pour ça qu'il me dit à la place, il a dit, Patrick, depuis ce matin, je pète le feu. J'ai dit, quoi? Il dit, je pète le feu, écoute! Et là, il s'est mis à flatuler dans la chambre. En dedans de 24 heures, son ventre avait repris sa forme. Ça voulait dire que les gaz passaient, ça voulait dire que l'opération avait fonctionné. Je remerciais l'univers. Je vous présente mon père, M. Alfred Leroux. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là? Je vous ai raconté cette histoire-là parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie à qui vous auriez intérêt à écrire une telle lettre. Quelqu'un qui vous a fait mal un jour, qui vous a blessé, puis que vous transportez cette énergie-là sur vos épaules. C'est de l'énergie négative. Vous savez, mon père, il a beaucoup maigri depuis ce temps-là. Vous pouvez voir sur la photo ici. Il va aux toilettes aux 20 minutes à cette heure. C'est peut-être une façon que le bon Dieu me remercie. Il m'a tellement fait chier dans ma vie. Mais la relation que j'ai avec mon père aujourd'hui est totalement différente de ce qu'elle était avant. Non, il n'y a toujours pas des grosses accolades, il n'y a toujours pas des « je t'aime », puis il est comme qui est, puis je ne le changerai pas, puis il serait excessivement mal à l'aise si c'était le cas, parce qu'il n'a pas été habitué à ça. Mais il m'aime à sa façon, il vient me donner un coup de main, c'est un homme manuel, puis il joue avec ma petite fille aujourd'hui, je vois ça, j'y ai jamais joué avec moi, puis c'est comme, il essaie de se reprendre, je ne sais pas, il a maturé peut-être plus tard par rapport à ça. Mais j'ai une belle relation avec lui, puis j'en veux plus, puis j'ai plus de combat, j'ai plus de gants de boxe à mettre. Puis toute l'énergie négative que j'avais avant, bien, je l'utilise aujourd'hui à atteindre mes objectifs. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous a fait mal un jour, s'il vous plaît, pardonnez à cette personne-là. Puis si la personne vous a fait vraiment mal, bien, l'univers va charger pour que cette personne-là récolte ce qu'elle a semé, mais ce n'est pas à vous, s'il vous plaît, de traîner ce fardeau-là. Alors, le dernier point que je vais partager avec vous, la 6e idée, si vous voulez bien, ça commence par un S, et c'est tout simplement s'activer. Imaginez que vous et moi, on va se promener dans un parc un beau dimanche après-midi, et là, on entend tout simplement des oiseaux. On se lève la tête, il y a 2 beaux jets bleus
perché sur une branche. Et là, il y a un des deux oiseaux qui décide de partir à voler. Dites-moi, il en reste combien sur la branche? 2, 1, 0. Deux oiseaux sur une branche, il y en a un qui décide de partir à voler, il en reste combien? 2. Pourquoi 2? Parce qu'il a juste décidé de partir à voler. Il y a bien des gens qui, en sortant ici ce soir, vont prendre une décision par rapport à leur vie, mais ça ne suffit pas. Hein, c'est quoi qui est important? C'est les actions que vous allez faire. Et c'est encore une fois la plus grande distinction que j'ai remarquée entre les gagnants et les perdants, c'est que ce n'est pas tout que décider, mais c'est de le faire. Et c'est ça qui est difficile, c'est de passer à l'action, sortir de sa zone de confort, faire des choses qu'on n'a jamais faites afin d'obtenir des résultats qu'on n'a jamais obtenus. Levez la main ceux et celles qui m'ont jamais vu en conférence de leur vie. Levez la main. OK. Oh boy, il y en a beaucoup. OK. Pour vous autres ce soir qui ne m'avez jamais vu en conférence, j'ai une expérience ici. Qui aimerait avoir ce livre-là ici pour vous autres? Tout le monde devrait lever la main. Qui aimerait avoir ce livre-là ici? Qui aimerait vraiment ça l'avoir? Le voulez-vous vraiment? Bien, je vais vous le donner. Merci beaucoup. Alors, on l'applaudit, s'il vous plaît. On l'applaudit. Votre nom? Marion. Qu'est-ce que Marion elle a fait? Elle est sortie de sa zone de confort. Non seulement elle voulait, mais elle a passé à l'action. Il y a bien des gens dans la vie qui veulent des choses, mais oui, oui, je le veux. Oui, oui, je le veux, je le veux. Oui, oui, oui. Mais lève-toi, fais quoi? Essaye-le. Tu vas peut-être te planter, c'est pas grave, tu vas recommencer. Tu vas éventuellement l'avoir. Il y a un club aux États-Unis. C'est un club de millionnaires, mais pour y faire partie, il faut que tu aies déjà fait faillite au moins une fois. Et si vous posez la question, la plupart des gens qui ont réussi en affaires ont déjà eu des échecs dans le passé. En fait, ce que je vais vous laisser comme leçon, c'est que pas de risque dans la vie, pas de récompense. No risk, no rewards. Tu dois prendre des risques et tu vas avoir des résultats positifs. Et la plupart des gens sont tellement bien dans leur zone de confort qu'ils n'osent pas prendre des risques. Alors, je vous pose une question. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Je ne parle pas de boire du lait 2 c'est habitué de boire du 1 là. Je parle d'activités qui pourraient avoir un impact significatif dans votre vie. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Je vais vous conter une anecdote. Une des premières fois où je suis vraiment sorti de ma zone de confort, j'avais 18 ans. Et je travaillais au Cours Montréal, ici au centre-ville. Et j'étais dans la maintenance et je détestais mon emploi. Malgré le fait que j'avais un salaire extrêmement bien payé, qui était 3 fois supérieur au salaire minimum, mais je détestais mon emploi. Et je me rappelle, le dernier emploi que je devais faire, c'est nettoyer les tuyaux de Giclair dans le stationnement, le sous-sol en bas. Là. Je devais respirer du monoxyde de carbone soir et matin. Je devais changer ma petite chaudière d'eau à toutes les 10 minutes parce qu'elle était tellement sale. Et j'arrivais chez nous le soir, puis je me mouchais, puis c'était noir dans mon Kleenex toute la soirée. Je détestais mon emploi. Mais savez-vous? Lorsqu'on vit une insatisfaction, c'est une bonne chose. Parce que souvent, ça prend ça avant qu'on change. Hein? Et là, j'ai vécu cette insatisfaction-là et j'ai sorti de ma zone de confort, j'ai pris le journal et j'ai acheté un lot de faillite de boxer shorts. Alors, je me suis dit, je vais vendre des boxer shorts dans un marché aux puces. Mon coûtant est 5 $, je vais les vendre 8 $. J'avais 1 000 d'économiser, 500 $ sur ma marge de crédit, sur ma carte de crédit en fait, et j'ai acheté pour 1 500 $ de boxer short. Je m'installe sur la rive sud de Montréal, à Carignan. Et là, je pense que je vais en vendre 200-300 par jour. Je suis en business, le rêve américain. La réalité, c'est que j'en vendais juste 15 par jour. 15 fois 3, 45 $ de profit par jour. C'était beaucoup moins que mon ancien job, mais au moins je travaillais à mon compte. Hein. J'étais fier de moi jusqu'à temps que je reçoive la fameuse facture du marché aux puces me disant que ça coûtait 90 $ par jour louer mon kiosque. De sorte que je perdais 45 $ par jour. Alors moi, je vous pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce que cette entreprise-là est un succès ou un échec? Les comptables vont vous dire que c'est un échec, effectivement, mais les gens qui ont déjà passé à travers ça, ils vont vous dire que c'est un succès retentissant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit un jour, il est préférable d'essayer d'accomplir quelque chose de grand et d'échouer que de rien faire et d'y parvenir. Seuls les gens qui ne passent jamais à l'action ne font jamais d'erreur, mais leur vie entière est une erreur. Alors, je vous pose la question. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que vous êtes vraiment, mais vraiment sorti de votre zone de confort? Pourquoi les gens n'ont pas plus de succès dans la vie? Encore une fois, avec toute l'information, tous les livres qui ont été écrits avec l'Internet, pourquoi les gens n'ont pas plus d'argent dans leur compte de banque? Pourquoi les gens n'ont pas plus une silhouette svelte? Pourquoi les gens n'ont pas une plus belle harmonie dans leurs relations interpersonnelles? Pourquoi? Puis moi, je me pose cette question-là, ça fait 20 ans, ça m'obsède, et je pense pas mal avoir trouvé la réponse. Et pour vous la faire découvrir, j'ai 3 exercices pour vous. Voulez-vous jouer avec moi? Premier exercice, très simple, tout le monde. Prenez la montre qui est dans votre poignet, vous allez l'enlever et vous allez la changer de poignet. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez de la difficulté à l'attacher, demandez à votre voisin ou voisine de vous aider. Allez-y, monsieur, changez votre montre de poignet. Et ceux qui n'ont pas de montre, prenez un bracelet ou prenez quelque chose, mais changez-le de bord, tout simplement.
Alors, à date, ça vous va? C'est pas trop difficile? On se sent pas trop bien, mais tu sais, c'est quand même pas si pire. Deuxième exercice, tout simplement. Je vais vous demander de donner la main, s'il vous plaît, à 2 ou 3 personnes alentour de vous, mais cette fois-ci avec la main gauche. On n'est pas habitué, alors on serre la main des gens qui sont alentour de nous, mais avec la main gauche, on serre la main avec la main gauche. Excellent. Avoue que c'est bizarre, hein? Dans notre culture, habituellement, on serre la main avec la main droite. Troisième exercice, très rapide. Tout le monde, croisez-vous les bras sur la poitrine comme ça, comme vous le feriez normalement. Remarquez lequel des deux bras est sur le dessus. C'est différent d'une personne à l'autre. Il y en a que c'est le gauche, c'est le droit. Eh bien, les psychologues ont déterminé que si vous avez le bras gauche sur le dessus, vous aimez beaucoup le sexe, apparemment. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les psychologues. Vous n'avez pas le droit de changer. Vous n'avez pas le droit de changer. Et si vous avez le bras droit sur le dessus, apparemment, ça veut dire que vous êtes une personne très intelligente et vous ferez beaucoup d'argent dans le futur. Alors, le sexe ou l'argent, Évidemment, c'est une farce. Alors, tout le monde, on se presse les bras comme ça. Et remarquez lequel des deux sur le dessus. Et voici l'exercice. À go, on change les bras, mais avec l'autre sur le dessus. 1, 2, 3, go. Allez-y. Alors, je vous pose une question. Comment vous vous sentez, mesdames et messieurs? Est-ce qu'on pourrait dire inconfortable? Bingo. Vous venez de comprendre pourquoi les gens n'ont pas plus de succès. C'est parce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire des choses qui sont inconfortables. Et tant ou si longtemps que tu restes dans ta zone de confort, tu vas toujours obtenir les mêmes résultats. Alors, tu as beau avoir l'information, savoir quoi faire pour t'entraîner, manger santé, pour perdre du poids, mais même si tu le sais, tu ne le fais pas parce que tu es dans ta zone de confort. Et vous savez, moi, j'ai découvert ça, ça prend 21 jours en moyenne pour changer une habitude. Je l'ai lu, puis je l'ai expérimenté, puis ça fait 20 ans maintenant que je vais m'entraîner dans un gym. Parce que quand j'avais 17 ans, vous vous rappelez au début de la conférence, je l'ai dit que j'avais une très faible estime de moi-même, puis je ne m'aimais pas, puis j'étais maigre comme un clou. Eh bien, je me suis fait dire, va au gym, va faire des poids haltères, ça va prendre la masse musculaire, tu vas grossir, et c'est ce qui est arrivé. Et effectivement, mon estime de moi a commencé à monter. J'ai continué à y aller juste pour le plaisir d'être en forme. Et à tous les années, c'est la même chose. Qui s'entraîne dans un gym? S'il levez la main. Vous allez être d'accord avec moi? Tous les années, tu vas au gym, au début janvier, qu'est-ce qui se passe? Tu es allé au bout de la cour, tu es stationné tellement loin parce qu'il n'y a aucune place. Tu rentres là, les machines sont toutes occupées, le gym il est plein. Pourquoi? Les résolutions de la nouvelle année. Qu'est-ce qui se passe mi-février? Parké sur le bar, toutes les machines sont disponibles, les gens ont quitté, abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti de leur zone de confort. Hein, ils ont commencé à avoir mal, ils n'ont pas vu de résultats rapidement, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné. Ils n'ont pas persévéré pendant un minimum de 3 semaines, 21 jours. Et ceux qui l'ont fait, par contre, ils ont commencé à voir les bénéfices, ils ont commencé à se sentir bien. Alors que ce soit une séparation, par exemple. Pendant 21 jours, c'est difficile, mais il faut que tu t'offres pendant au moins 21 jours. Tu vas arrêter de fumer, par exemple. C'est difficile au début, mais il ne faut pas que tu reviennes en arrière. Et la majorité des gens, aussitôt qu'ils sortent de leur zone de confort, ils rentrent immédiatement dans leur zone de confort. Et c'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas plus de succès dans notre vie. Et la preuve que c'est difficile, il y a à peu près 50 d'entre vous qui avaient déjà mis leur montre dans l'autre poignet, puis je ne l'ai même pas demandé. Vous reconnaissez? Non, mais c'est vrai, hein? Tout de suite, on sort dans notre zone de confort. Ouf! Pourtant, il n'y a rien là. Il n'y a pas personne qui va mourir et va être blessé parce que vous avez la montre dans l'autre poignet, mais c'est inconfortable. Alors moi, je pose la question, est-ce que vous êtes prêts en sortant d'ici à faire des choses qui sont inconfortables? Oui! Et c'est la seule et unique façon que vous allez commencer à avoir plus de succès. Alors, je vous lance 3 défis avant de vous quitter et j'ai une histoire pour terminer. Le premier défi, c'est le suivant. Vous avez reçu une feuille ce soir quand vous êtes arrivé. Dans le bas de la feuille, c'est marqué « Mon engagement ». Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez, tout simplement, c'est d'écrire, ou du moins de le partager avec votre voisin qui est assis à côté de vous, l'engagement que vous voulez faire, mais cet engagement doit absolument être à l'extérieur de votre zone de confort, parce que c'est facile, tu as beau l'atteindre, tu ne deviendras pas une meilleure personne. Alors, il faut que ce soit un challenge au niveau personnel ou professionnel. Il faut que ça soit réaliste, réalisable, évidemment, mais il faut que ça soit à l'extérieur de votre zone de confort, quelque chose que vous allez faire en sortant d'ici. Vous savez, ça, c'est ma plus grosse frustration. Ça fait 12 ans que je fais des conférences partout à travers le Québec, le Canada, le monde même, et les gens sortent de là, puis quand ils font rien. La plupart des gens ne font rien et leur vie ne s'améliore pas. Il y a un petit pourcentage seulement de gens qui font des choses, et je reçois des courriels à tous les semaines que leur vie a changé. Si vous faites quelque chose en sortant d'ici, votre vie va changer. Ce n'est pas juste d'entendre des belles paroles, c'est de faire des choses. Alors, quel est votre engagement en sortant d'ici? Je vous donne 15 secondes. Partagez votre engagement à votre voisin. 1, 2, 3, go. Allez-y. Il faut que ça soit à l'extérieur de votre zone de confort.
Alors, vous savez quoi? Maintenant, vous n'avez pas le choix de le faire. Vous venez de le partager avec quelqu'un. Et je vous suggère même de contacter la personne dans 3 semaines. Puis, tu passes à l'action sur ton engagement. Espèce de petite pression va faire en sorte que tu vas le faire. Et c'est la seule et unique façon que votre vie va s'améliorer. Et qui va en bénéficier le plus? Vous-même. Chut. Comme disait mon grand-père, est-ce que tes bottines suivent tes babines? J'espère que vos bottines vont suivre vos babines en sortant d'ici, que vous allez passer à l'action. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, c'est des décisions très difficiles. Hein, ça peut être de changer carrément son alimentation, si commencer à faire de l'exercice, quitter une relation toxique, aller voir le gosse, d'aller voir son patron puis lui demander une augmentation de salaire parce que tu le mérites puis il n'ose pas te le donner. Il y en a que ça va être tout simplement de quitter leur emploi. Il y en a qui vont prendre des décisions très difficiles en sortant d'ici, mais c'est pour votre bénéfice à moyen puis à long terme. Le deuxième défi que j'ai pour vous, c'est quand vous quittez tantôt, quand vous allez vous saluer un et l'autre, ou vous allez venir me voir tantôt en arrière et vous allez me saluer, je vais vous demander de me donner la main avec la main gauche. Et je vais vous demander de vous serrer la main avec la main gauche lorsque vous avez vous quitté. Absolument, on fait de la main droite, mais pourquoi la main gauche? Pour se rappeler en sortant d'ici que si je suis venu ici, il faut que je commence à faire les choses qui sont différentes, si je veux obtenir des résultats qui sont différents. Alors, vous le faites juste entre vous, juste ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Yes. Et le troisième défi que je vous lance, c'est que vous avez tous reçu un bracelet. Et si vous ne l'avez pas déjà mis à votre poignet, s'il vous plaît, vous mettez votre bracelet. Sur votre bracelet, c'est inscrit « Mon engagement, my commitment ». Et ce commitment-là, cet engagement-là, c'est celui que vous venez de partager avec votre voisin. Combien de temps j'aimerais que vous portiez ce bracelet-là? 21 jours, ou du moins jusqu'à temps que vous ayez passé à l'action et réalisé votre engagement, votre objectif. Parce que là, en sortant d'ici, on ne se comptera pas de mentir, hein? Vous allez avoir une tonne de courriels, vous allez avoir des messages, les enfants, vous allez retomber dans le quotidien, puis ça va être facile pour vous d'oublier votre engagement. Mais si vous l'avez au poignet, pendant 21 jours, vous n'aurez pas le choix, il va vous revenir en pleine face. Et si ceux et celles qui ne le font pas, qui enlèvent leur engagement, bien, vous allez vous mentir à vous-même. Et votre estime de soi va descendre d'un niveau, je vous le garantis. En l'ayant comme ça, vous n'aurez pas le choix de le faire. Et qui va en bénéficier le plus? Vous-même. Et la deuxième utilité du bracelet est la suivante. À toutes les fois que vous allez vous prendre vous-même à avoir des conversations négatives, des doutes par rapport à l'atteinte de votre objectif, j'aimerais que vous preniez le bracelet, tout le monde faites-le, et vous allez vous faire mal. J'ai vu ici un couple, par exemple, aussitôt que tu l'entends chialer ou que toi tu l'entends chialer, tu pognes son poignet puis tu snaps comme ça. C'est tout simple que ça. Parce que c'est qui notre pire ennemi? C'est nous-mêmes. Et on attire nos pensées, nos émotions dominantes. Alors, si on se met à avoir des doutes par rapport à l'atteinte de nos objectifs, c'est sûr qu'on ne l'atteindra pas. Alors, c'est l'utilité du bracelet. Excellent. Maintenant, il y en a qui vont me dire, oui, mais la conclusion, le feu sacré du succès, on a parlé, le S voulait dire quoi? Satisfaction. Trouver un travail qu'on aime et prendre la décision de devenir le meilleur dans ce qu'on fait. Le U voulait dire? Le U, avoir un ou des buts dans la vie. Je vous ai partagé 4 idées actions pour vous aider à atteindre vos objectifs. La première, c'était ne jamais partager avec vos rêves avec des gens qui n'en ont pas. Le deuxième, d'être reconnaissant pour ce que vous avez afin d'attirer encore plus dans votre vie. Troisièmement, l'affirmation positive que vous allez lire quand vous allez vous brosser les dents, soir et matin. Et quatrièmement, la carte au trésor, faire de la visualisation pour attirer ces choses-là dans votre vie. La troisième idée que j'ai partagée avec vous ce soir, vous savez déjà, mais que je vous ai rappelé, c'est le C pour confiance en soi. Vous êtes votre pire ennemi. Faites attention à ce que vous vous dites, parce que c'est ce qui va se matérialiser dans votre vie. L'autre C voulait dire cercle d'influence. Faites attention aux gens que vous laissez entrer dans votre vie. Laissez entrer des gens qui vous donnent l'énergie. Soyez proactifs. Organisez des activités avec ces gens-là. Fuyez les valeurs de rêve. Trouvez-vous un coach dans votre vie excessivement important. Le E voulait dire, rappelez-vous la chaise, la métaphore. Chacun des barreaux de la chaise représente un aspect de votre vie. Alors, pour être confortable sur sa chaise, être à l'aise, on doit avoir des barreaux, des aspects de notre vie bien équilibrés. Alors, prenez soin de vous-même, de votre santé, de vos relations interpersonnelles. Pardonnez aux gens qui vous ont fait mal. Arrêtez de traîner avec vous cette énergie négative. Et le S, finalement, voulait dire de s'activer, de sortir de sa zone de confort, de commencer à faire des choses que vous n'avez jamais fait. Si vous voulez obtenir des résultats que vous n'avez jamais obtenus, vous avez maintenant un bracelet à porter pendant 21 jours. Alors, je termine avec une dernière histoire, une dernière observation que j'ai faite par rapport aux gens qui ont beaucoup de succès. Les gens qui ont beaucoup de succès, vous remarquez, sont extrêmement généreux de leur personne. Puis une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de succès, ils veulent leur donner à la société. Alors moi, je cherche toujours une façon comment redonner à la société. Et ce que je veux faire pour tous les amis golfeurs ici dans la salle, je vais organiser un tournoi de golf l'été prochain. Tout l'argent va aller pour la Fondation Rêve d'enfants. Alors si vous êtes golfeur, s'il vous plaît, j'espère que vous allez venir au tournoi de golf. Mais il y a une chose qui m'est arrivée, une expérience extraordinaire qui a changé ma vie. Il y a quelques années, j'ai fait une émission de radio avec François Morancier et Éric Nolin. Puis après l'émission, Éric, il dit « Tu es un joueur de hockey, Patrick, j'aurais besoin de ton aide. » Je dis « De quoi s'agit-il, Éric? » Il dit « En fait, je veux organiser une levée de fonds pour les centres jeunesse de Montréal. »
Ça va me faire plaisir, j'aime beaucoup ça, aider les enfants. Il dit, en fait, on veut tenter de battre le record Guinness de la plus longue partie de hockey au monde. Là, j'ai dit, fantastique, de quoi s'agit-il? Si vous avez déjà joué au hockey, vous savez qu'après 90 minutes, vous avez perdu 3 livres, vous êtes complètement brûlé, épuisé. J'ai dit, quoi, c'est 5, 6 heures, 7 heures? Il disait, non, il faut jouer 24 heures et 15 minutes consécutifs. Pas de repos. Je dis, non, c'est pratiquement impossible. Il dit, Patrick, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour les jeunes. Laisse-moi dire que la plupart de ces jeunes-là vivent de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Il y en a qui n'ont pas 3 repas par jour. Il y en a qui se font abuser sexuellement par leurs parents. J'ai dit, arrête, Éric. Dis-moi l'heure, dis-moi la journée, je vais être là, je m'engage, je vais être présent, tu as raison, je ne le fais pas pour moi, je vais le faire pour ces jeunes-là. Alors, ça se passe un vendredi soir à l'aréna du Mont-Saint-Antoine à Anjou. Et là, on s'est trouvé une équipe pour jouer contre nous. On est l'équipe de C'est quoi FM. Et là, on tente de battre le record Guinness de la plus longue partie de hockey au monde. Il faut jouer 24 heures et 15 minutes. Là, il est vendredi soir, c'est 7 heures, l'aréna est remplie à craquer. Et tous les gens qui participent au record ont tous travaillé durant la journée, personne n'a dormi. Et là, on arrive sur la glace, on est hyper excités, les jeunes sont nos chronométreurs, nos coachs. On a même le DJ du Centre Bell qui est là pour nous mettre de la musique, pour qu'on aille de l'entrain. Et là, la mise au jeu s'effectue 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Après 4 heures de jeu, l'ambulance était déjà venue 4 fois. Tough, vous dites, on avait mal partout. Il faut dire qu'ils nous donnaient de la poutine, des hot dogs, de la liqueur. Ils ne nous donnaient pas meilleure nourriture, mais des gens avec des grands cœurs, mais qui avaient également des grosses shapes. Mais on voulait aider les enfants, mais c'était dur physiquement. À minuit, 1 heure du matin, l'aréna s'est vidée. Les jeunes, il fallait qu'ils aillent se coucher, évidemment. Le DJ est parti se coucher chez eux. Et là, c'était difficile. 1 heure du matin, 2 heures du matin, aucune énergie, aucune ambiance. Et là, tout le monde voulait abandonner, lâcher. En fait, le seul repos qu'on avait le droit, c'est quand ils faisaient la Zamboni aux 2 heures. Et à 5 heures du matin, après 10 heures de jeu, on est dans la chambre, on est épuisé, on est mort comme ça, on est fatigué. On dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça n'a pas de bon sens, on n'a pas dormi, ça fait 2 jours. Là, le capitaine de l'autre équipe vient nous voir, il dit, ça y est, on abandonne, on lâche ça, c'est fini. On a essayé, on a ramassé des sous hier, les gens qui sont venus nous voir jouer nous ont donné des dons, mais on n'est plus capable, c'est physiquement impossible que de jouer 24 heures et 15 minutes. Et là, je prends Éric dans un coin, j'ai dit, excuse-moi, Éric, je vais aller le voir si tu permets. Et je prends le capitaine de l'autre équipe, puis je m'en vais avec lui, puis j'ai dit, sais-tu quoi? Tu es épuisé, tu as mal, tu as le goût d'abandonner. Nous autres, si on a mal, on est épuisé, on est déshydraté, puis on a le goût d'abandonner, ça fait déjà plusieurs heures. Je dis, mais vous n'abandonnerez pas. Il me dit, pourquoi? En fait, je fais le même speech qu'Éric m'avait fait. Je ne vous abandonnerai pas parce que vous vous êtes engagés pour être ici, puis vous ne le faites pas pour vous autres, vous le faites pour les enfants. Imagine-toi le visage de ces enfants-là quand ils vont revenir dans l'aréna demain matin à 7 h ou 8 h, puis on n'est pas sur la glace. Il dit, tu as tout à fait raison, Patrick, on s'est engagé, puis on va aller jusqu'au bout de notre engagement. On retourne sur la glace, mais à une seule condition. Je dis, quelle condition? Je dis, on arrête les slap shots. Je dis, parfait, on arrête les slap shots. On retourne sur la glace, 6 h, 7 h, 8 h, et là, l'aréna se remplit. Là, il y a plein de jeunes qui viennent nous voir, qui nous encouragent. Une dose d'énergie absolument extraordinaire qu'on a eue, mais c'était long, puis on était fatigués, puis c'était une longue partie dans l'après-midi. C'était tellement long que les arbitres nous donnaient des punitions de 30 minutes, imaginez-vous. Et là, finalement, par miracle, je ne sais pas comment on a fait, on a réussi à se rendre jusqu'à 7 h 15 le samedi soir. Et là, finalement, quand la sirène a sonné, on venait de battre le record Guinness de la plus longue partie de hockey au monde. Wow! 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 Vous dire à quel point on était fiers de notre exploit, c'est peu dire. Évidemment, ils en ont parlé dans les médias. On était tous rassemblés comme ça au milieu de la glace, complètement brûlés, exténués, vidés. Et on avait tous un sentiment énorme de joie qui nous envahissait par rapport à ce qu'on venait de faire pour les jeunes. Puis pendant qu'on était au milieu de la glace comme ça, l'animateur a annoncé au micro que l'équipe de C'est quoi avait remporté la victoire 275 à 145. Méchante game de hockey. Laissez-moi vous dire que personne ne voulait aller en overtime, cette game-là. Mais surtout, ce qu'il a annoncé, l'animateur, il a annoncé que l'équipe de C'est quoi et l'autre équipe, on venait d'amasser ensemble plus de 5 000 $ pour les centres jeunesse de Montréal. Wow! À quel point ça nous a fait chaud au cœur. Puis autant tout le monde était fatigué, personne ne voulait quitter la glace à ce moment-là. Finalement, c'est le gars de la Zamboni qui a fait le record lui-même, qui nous a poussé avec sa machine pour qu'on s'en aille. Et là, on rentre dans le vestiaire, puis là, on est brûlé, on a mal partout. Je sais que je vais être une semaine, j'ai été une semaine sans marcher, l'acide lactique partout dans le corps. Et on a tous perdu 10 livres en moyenne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, on est assis dans la chambre comme ça, puis là, on est exténués, puis on boit beaucoup d'eau, évidemment. Puis nos amis, évidemment, les membres de la famille, puis les jeunes viennent dans la chambre pour nous féliciter de notre exploit. Puis je vais m'en rappeler toute ma vie, mesdames et messieurs, à ce moment précis-là dans la chambre. Oh boy, ça sentait l'esprit d'équipe, c'est incroyable. Vous n'avez même pas idée, ça goûtait, ça sentait...
Et là, je me rappellerai toute ma vie, une petite fille qui s'est approchée de moi, belle, les cheveux bruns, les yeux noisettes. Elle devait avoir environ 10 ans, elle venait des centres jeunesse de Montréal. Elle vient me voir et elle dit « Excusez, monsieur, j'aurais besoin de vous poser une question. » J'ai dit « Certainement, comment tu t'appelles? » Elle dit « Je m'appelle Catherine. » Je dis « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Catherine? »« Monsieur, est-ce que vous pourriez me donner votre bâton de hockey, s'il vous plaît? » Puis là, je la regarde, je dis « Non, Catherine, j'aimerais ça te donner mon bâton de hockey, mais je ne peux pas, c'est important pour moi, je viens de faire un record Guinness avec ça. J'ai fait 60 buts, 40 passes, c'est incroyable, tu sais, j'aimerais ça te le donner, mais... » Et là, j'ai vu les yeux de la petite Catherine descendre vers le sol. Je venais de la rejeter. Comme je me suis si souvent fait rejeter plus jeune dans ma vie. Je savais comment elle se sentait. Puis là, je me suis dit, Patrick, espèce d'égoïste. Réalises-tu pourquoi tu es ici? Tu n'es pas ici pour ton record Guinness, tu es ici pour aider ces jeunes-là. Tu as tout ce que tu veux dans la vie. Tu es ici pour les aider. J'ai eu un moment de lucidité, puis j'ai dit, viens ici, ma petite Catherine, ça va me faire plaisir. Tiens, j'aimerais ça te donner mon bâton de hockey. Vous auriez dû voir les yeux de la petite fille. Elle a pris mon bâton comme ça, puis elle l'a serré dans ses bras, puis elle a dit « Merci beaucoup, monsieur. » Et elle a repris mon bâton de hockey. Vous savez ce qu'elle a fait, la petite Catherine? Elle m'a redonné le bâton de hockey. Elle m'a dit « Monsieur, pouvez-vous signer mon bâton de hockey, s'il vous plaît? » Donnez-moi un crayon, quelqu'un. Je me sentais comme Michel Goulet. J'ai pris un crayon comme ça, puis j'ai signé le bâton de hockey. Mesdames et messieurs, j'ai peut-être jamais joué dans la Ligue nationale. J'ai peut-être jamais réalisé mon rêve que de jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais laissez-moi vous dire, je sais comment ça se sent un joueur de hockey dans la Ligue nationale. Et là, j'ai donné mon bâton comme ça, puis elle est venue me donner une petite caresse. Puis elle a dit « Merci beaucoup, monsieur, pour le bâton de hockey. Mais merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous hier et aujourd'hui. » Puis je l'ai serré comme ça dans mes bras, puis je suis parti à pleurer. J'ai eu une connexion avec cette petite fille-là qui est dure à décrire. J'ai voulu la lâcher comme ça, puis elle a continué à me serrer encore 5-6 secondes. C'est fou ce que je vais vous dire là, mais pendant ces quelques secondes-là, je me suis senti comme le papa qu'elle n'a probablement jamais eu. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau feeling au monde que de croiser le regard de quelqu'un à qui on vient de donner. Puis je termine en vous disant que si vous êtes ici ce soir, réalisez que vous êtes des personnes privilégiées. Puis c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Puis une fois que vous aurez sorti de votre zone de confort, une fois que vous aurez atteint vos objectifs, n'oubliez jamais de redonner aux autres, à ceux qui en ont plus de besoin. Sans aucune attente de recevoir quelque chose en retour. Christy, vous avez beaucoup d'argent, donnez de votre argent. Vous n'avez pas beaucoup de votre argent, vous n'avez pas beaucoup d'argent, donnez de votre cœur puis donnez de votre temps. Mais donnez en masse, parce que la vie est tellement bien faite, mesdames et messieurs. Plus que vous allez donner aux autres, plus que les autres vont vous redonner en retour. J'espère que vous avez apprécié la conférence. Bon succès, bon retour à la maison. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. C'est apprécié. Merci de réaliser mon rêve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi. Merci beaucoup. Merci tout le monde.